Est-ce que les produits structurés sont une arnaque ou une opportunité pour un investisseur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui dans ce nouveau Value Assets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et pas le format, je rappelle rapidement le concept, c'est tout simplement de faire des sortes de formations gratuites une heure et demie, parfois moins, parfois plus, sur des sujets bien spécifiques de la gestion de patrimoine. L'objectif étant de parler aux jeunes entrepreneurs, aux investisseurs, aux personnes qui ont besoin de gérer leur patrimoine, qui ont envie d'en apprendre un peu plus, de comprendre un peu mieux comment le faire. Bon, pour la petite histoire, moi je suis encore étudiant, mais plus pour longtemps. Je suis en Master 2 gestion de patrimoine à l'Université Paris-Dauphine et je suis donc en alternance depuis 1 an et demi dans une banque privée pure player en France. Donc les produits structurés, j'en ai vu passer des tonnes et des tonnes, que ce soit à la banque, on a eu aussi un cours en gestion de patrimoine dans mon Master 2 sur ça. Je me suis énormément renseigné aussi sur le sujet. Et pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo, c'est tout simplement parce que c'est une classe d'actifs qui est extrêmement décriée, qui commence à avoir un boom de popularité qui est énorme. Il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à des produits structurés. Même moi, c'est la petite anecdote, hein, je le racontais dans un podcast, mais même moi, mon banquier m'appelle de temps en temps pour que j'investisse dans des produits structurés. Et pourtant, je ne suis pas du tout un investisseur fortuné, mais c'est juste que les produits structurés, ils se démocratisent de plus en plus. Il y a de tout et de rien, et on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo YouTube vraiment détaillée, hyper complète, parce que j'en ai pas trouvé sur YouTube ou même sur les réseaux. Moi, je vous l'ai dit, ces informations-là que je vais vous donner aujourd'hui, j'ai dû vraiment aller les chercher à la mano, appeler même des structureurs. J'ai eu plusieurs contacts avec des personnes qui bossent dans des banques privées, avec des personnes qui bossent dans des banques d'investissement, bien sûr avec tout un tas de distributeurs, de CGP, de family office, de banques privées. Donc j'ai énormément d'informations aujourd'hui à vous donner, informations que je vais essayer de rendre le plus clair possible, les plus limpides à vos oreilles. Je vais essayer vraiment d'apporter une certaine pédagogie à cet univers des produits structurés qui peut être très complexe, mais qui en réalité n'est pas non plus très sorcier. Donc le Value Assets aujourd'hui va se présenter comme d'habitude sous la forme d'une mind map qui est d'ailleurs disponible dans les commentaires, dans la description. Je vous mettrai plusieurs liens pour aller la choper. Donc voilà, mind map qui va se détailler ainsi. D'abord on va voir un peu la définition globale, générale des produits structurés. Qu'est-ce que c'est vraiment un produit structuré? Et vous inquiétez pas si vous avez juste entendu parler de cette notion vaguement mais que vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Je vais vous l'expliquer de manière très simple. Et ensuite on verra les deux grands types de produits structurés qu'on voit en tant qu'investisseur, que ce soit des produits structurés obligataires ou les produits structurés de type action. Je vous détaillerai donc comment tout ça fonctionne dans la pratique, vraiment dans la technique de la structuration et surtout quels sont les impacts que ça a sur vous, investisseurs, qui pouvez investir dans ce genre de produit. Je donnerai évidemment mon avis, mes conseils à chaque fois pour chacun de ces produits-là sur qu'est-ce qu'il faut regarder avant d'investir, qu'est-ce qu'un bon produit. Je donnerai évidemment aussi des exemples concrets, hein, des prospectus de produits qui sont sortis dernièrement et je vais vous montrer un peu les problèmes qu'il y a dans ce genre de produits. Et enfin, je terminerai sur vraiment le Graal. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est, je pense, cette partie qui va vous intéresser le plus. C'est sur la chaîne de frais qui s'applique à un produit structuré. J'ai fait un schéma hyper détaillé, donc je viendrai dans le détail expliquer vraiment tout ce que j'ai noté ici, parce que les frais, c'est vraiment la chose qui est la plus reprochée aux produits structurés. Dès qu'on entend produits structurés, dans notre tête, ça fait référence à des frais très lourds, et c'est la principale critique de ces produits. Et donc moi, je suis rentré dans le détail, je ne vais pas m'arrêter à des simples spéculations, mais je suis rentré dans le détail, j'ai, comme je vous ai dit, appelé beaucoup de structureurs, d'émetteurs, j'avais notamment fait un podcast avec un structureur. Enfin voilà, j'ai des informations, je pense que vous ne trouverez pas nulle autre part, tout simplement. Et donc je vais tout simplement vous les donner gratuitement ici aujourd'hui et vous expliquer concrètement pourquoi il y a autant de frais, comment on peut les réduire, selon quels critères un produit peut être bon ou pas bon pour un investisseur. Voilà. Et enfin, je terminerai avec mes avis perso, mes conseils perso pour les investisseurs, pour toi qui regarde cette vidéo, peut-être qui veut investir dans des produits. Voilà, je te donnerai tout ça en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Bref, trêve de blabla, l'intro est déjà bien assez longue comme ça, on va rentrer directement dans le concret. Pourquoi je parle des produits structurés aujourd'hui? C'est très simple, c'est tout simplement parce que les produits structurés sont en train d'inonder le marché depuis plusieurs années. Il y a une croissance qui a été notable en France, hein, j'ai marqué ici. On a un volume d'émissions qui est passé de 16 milliards en 2020 à 30 milliards en 2023, soit plus de 88% sur cette période. Donc c'est énorme, les chiffres sont astronomiques. Il y a tous les ans là, en ce moment, des dizaines de milliards de produits structurés qui sont émis tous les ans. Donc cette année, on était de l'ordre de 40 milliards. Donc c'est vraiment beaucoup. Et comme je vous l'ai dit en intro, c'est des produits qui étaient auparavant accessibles que pour des grosses fortunes, que pour des produits vraiment sur mesure, pas du tout pour le retail, hein, pour l'investisseur lambda. Et aujourd'hui, avec
les nouvelles technologies, avec la baisse des frais, avec plein de choses, on a des produits structurés qui viennent de plus en plus sur le marché retail, hein, et comme je le disais en introduction, même vous qui nous écoutez, même moi, mon banquier m'a déjà appelé pour me vendre des produits structurés. Alors spoiler, c'était vraiment des produits de merde, mais ça on va le comprendre aussi dans la vidéo, parce que oui, si votre banquier vous appelle pour vous vendre un produit, c'est sûrement pas très bon pour vous, mais vous allez le comprendre pourquoi. Bon, un produit structuré, c'est quoi? Un produit structuré, la définition générale, c'est un outil d'investissement qui permet d'optimiser le couple risque-rendement en fonction des anticipations, objectifs et contraintes d'un investisseur. Globalement, un produit structuré permet de structurer, comme son nom l'indique, sur mesure, plus ou moins, on va le voir, un produit qui vous correspond, vous, parfaitement, selon vos contraintes, votre aversion au risque, votre profil de risque et vos objectifs. Un exemple typique de produit structuré, très bateau, et on va après comprendre en détail les différents produits, ça va être, aujourd'hui, le CAC 40 est à 100 euros. Je vais dire, moi le CAC 40, je suis prêt à dire qu'il ne va pas baisser de plus de 40% pendant 10 ans. Voilà, je suis prêt à prendre le pari que sur 10 ans, le CAC 40, donc l'indice français, va soit perdre au maximum 40%, soit prendre de la valeur. Et je me dis, voilà, en fonction des conditions de marché, moi et mon profil de risque, moi je vois pas le CAC 40 trop exploser dans les prochains mois, dans les prochaines années. On voit qu'il y a pas mal de troubles en ce moment sur les marchés, politiquement, en France, etc. Ok, je me dis, moi le CAC 40, je le vois bien rester un peu plutôt flat, potentiellement baisser un peu, peut-être remonter un peu après, etc. Mais il perdra jamais plus de 40%. Et s'il monte, tant pis, c'est pas grave. Mais je ne suis pas forcément prêt à acheter un ETF sur le CAC 40 aujourd'hui, mais j'ai quand même envie d'être exposé à l'indice français. Bref. Et ben, on va pouvoir faire un contrat avec une banque. Donc, un produit structuré, c'est un contrat qu'on va faire avec une banque. On va écrire exactement ça, et la banque va nous dire, ok, ben moi, pas de souci, je suis prêt à t'accompagner sur cet investissement, et je te donnerai un rendement, un coupon annuel, par exemple, de, je sais pas, 5-6% sur tes conditions. Donc voilà, si le CAC 40 reste entre 60% et 100% de son niveau initial, donc s'il ne perd pas plus de 40%, bah, je te délivre un coupon de 6%. Et si le CAC 40 part en hausse, donc prend 10% en un an, eh bien moi je vais te donner ton coupon, donc ton 6%. Par contre, je vais rappeler le produit et tu pourras très bien le restructurer après, refaire un autre produit exactement pareil. En gros, ça permet quoi? Ça permet de te dire, bah, moi je suis déjà exposé grâce à des ETF sur la croissance mondiale, sur je sais pas, l'MSCI World, même peut-être l'Eurostoxx 50. Mais je sens qu'en France particulièrement, ça risque de baisser un peu, de rester flat. Mon investissement, il va peut-être être dilué en fait. Je vais peut-être pas avoir tant de rendement que ça sur mon ETF, ou tant de performance que ça sur mon ETF. Eurostock 50 par exemple, et bien sur la France en particulier, je vais me couvrir un peu de ce risque que le marché français reste flat. Et donc, je vais prendre un produit structuré qui va en gros me protéger partiellement en capital en cas de perte et qui va caper mes gains en cas de hausse. Voilà, ça c'est un produit un peu type. On va comprendre après plus en détail comment ces produits-là vraiment fonctionnent et toutes les choses auxquelles il faut faire attention. Mais voilà, c'est un peu un produit, on va dire, général. Maintenant, comment dans la pratique c'est fait en fait? Comment ça se passe? Ben, ça, c'est la définition technique qui nous l'apporte. En fait, pour que la banque puisse te dire oui, pour que la banque puisse faire ce contrat avec toi, eh bien, elle a besoin de structurer un produit. On dit qu'un produit est structuré lorsqu'il est composé d'au moins deux actifs financiers. Un produit structuré résulte en général de la combinaison obligations et produits dérivés. On va revoir tout ça dans le détail après. Mais voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un produit structuré. C'est globalement plusieurs produits financiers, notamment des produits dérivés et une composante obligataire, qui sont agrégés, structurés ensemble et qui donc créent ce produit-là sur mesure pour toi. Alors maintenant, pourquoi toi en tant qu'investisseur, ça peut être intéressant d'investir dans un produit stru? En tout cas, c'est ce qui est dit par les commerciaux et les banques. C'est tout simplement parce que ça répond à de la recherche de rentabilité dans un environnement incertain, hein, comme je le disais. Typiquement, mon CAC 40, je suis pas sûr qu'il va monter, je pense qu'il va faire flat. Bon, bah, dans le cas d'un ETF, si le marché fait flat, tu fais zéro. Dans le cas d'un produit structuré, si le marché fait flat, tu peux faire un rendement. C'est aussi une alternative à l'investissement en direct dans l'actif sous-jacent, de la même manière que je viens de l'expliquer. C'est un accès à l'investissement via une variété de classes d'actifs, parce qu'on va le voir, là j'ai pris l'exemple du CAC, mais ça peut être sur des taux, ça peut être sur des actions mono sous-jacents, ça peut être sur des obligations, enfin ça peut être plein de choses différentes. Et un couple rendement-risque potentiellement attractif et probabilisé. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait tu le structures en fonction de toi, ton profil de risque. Chacun est différent, a une différente aversion au risque, a aussi différents objectifs de rendement. Et bien le fait de le faire sur mesure, ça va pouvoir permettre de faire un petit ratio rendement-risque intéressant pour toi qui investis dedans, d'où l'importance d'avoir un produit qui est sur mesure, et encore une fois, ça on le verra après. Mais en fait, l'avantage aussi, c'est d'avoir un contrat sur lequel on a un risque qui est défini, qui est mesuré, qui est probabilisé,
On a directement sur les, par exemple là j'avais dit tout à l'heure le CAC 40 sur 8 ou 10 ans, je sais plus. Bon ben voilà, on sait que sur 8 ou 10 ans, mon contrat il est ainsi fait, j'ai ces conditions là. C'est voilà, en fait on élimine un peu l'aléa. C'est un peu ça l'idée, c'est qu'on élimine l'aléa. Oui, le CAC pourra perdre 40% et s'il perd 40%, ben on aura une baisse, on aura une perte en capital, mais ça je suis prêt à le prendre, ce risque là je suis ok avec et donc c'est un coup de rendement risque qui peut être attractif ou en tout cas sur mesure et donc vraiment collé à une personne en particulier. Et du point de vue de la banque, parce que oui, évidemment, les produits structurés, pourquoi il y en a autant sur le marché, c'est aussi parce que les banques y trouvent un intérêt. C'est une levée de ressources très rentable pour la banque. On va le comprendre à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des frais qui sont assez importants et qui sont appliqués à la structuration du produit, donc à l'émission de ce produit-là. Donc en fait, ça leur permet, on le verra, mais d'avoir vraiment de l'argent qui rentre de manière directe et d'une manière aussi différente de juste lever de la dette via des obligations. Donc c'est intéressant pour la banque de ce point de vue-là. C'est aussi intéressant d'un point de vue positionnement concurrentiel, puisque bah, comme il y a un énorme essor du marché des produits structurés, si on se place, nous, banques, en tant que leader incontournable de cette solution, bah, en fait on va avoir des afflux de capitaux qui vont être massifs. Et enfin, c'est une opportunité de contact client à chaque émission d'un nouveau produit. Alors ça, c'est plus pour les personnes qui sont, et on le verra encore une fois à la fin, donc restez bien jusqu'au bout, parce que là, je brosse la grosse image, mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment de comprendre dans le détail comment ça fonctionne. Donc c'est une opportunité pour chaque client. C'est en fait une banque, dès lors qu'elle va souscrire un nouveau produit, va pouvoir dire à son client, ah ben regarde, nous on vient de sortir ça, ah ben regarde, on vient de sortir ça, etc. Et en fait, on sait que les banques, au plus elles ont de contacts et elles vendent de choses à leurs clients, et bien au plus elles font de l'argent et au plus elles sont rentables. Et donc ça rejoint un peu le premier point, c'est que mine de rien, les produits structurés, c'est quelque chose de très rentable pour les banques et on comprendra ça à la fin. Pour la petite anecdote et la partie un peu plus technique, en France, ces produits sont en général construits avec le format EMTN, donc Euro Medium Term Note. Donc ça, je le mets pour si jamais vous avez des produits qui vous sont proposés et qui a j'allais dire ce ticker-là, non, mais cet acronyme-là EMTN, vous savez que c'est un produit structuré. Il y a aussi des BMTN qui peuvent être émis, etc. Mais en général, c'est des EMTN. Et c'est donc des titres de créance émis par une banque et régi par un programme d'émission. Alors maintenant qu'on a dit ça, qu'on a brossé un peu le portrait du produit structuré, on va voir les deux grands types de produits structurés auxquels vous, investisseurs, vous pouvez être confrontés et que vous allez pouvoir rencontrer chez différents distributeurs. Les deux types de produits structurés, les deux grands types, c'est le type obligataire et le type action. Alors premier type, le type obligataire. Le produit structuré obligataire est un type qu'on voit un peu moins que le type action, mais qui est quand même important et qui peut être intéressant pour vous puisqu'ils présentent des particularités différentes. En général, ces produits-là permettent une plus grande probabilité de versement des coupons, et qui plus est, des coupons qui sont décorrélés des marchés financiers. On va le comprendre pourquoi. Et donc, les produits de type obligataire peuvent rentrer dans une stratégie de revenus réguliers. C'est pour ça que ça peut être intéressant. Pour bien comprendre comment un produit structuré fonctionne, et c'est le cas pour les produits obligataires, mais ça sera aussi le cas pour les produits actions, il y a deux en fait souches dans un produit structuré. C'est pour ça qu'il est structuré, comme je l'ai dit dans l'introduction. Il y a une souche obligataire, donc l'obligation de l'émetteur, par exemple la Société Générale si c'est elle qui émet le produit. Donc il y a l'obligation de la Société Générale et il y a aussi une petite composante en plus qui va varier et qui ne sera pas la même en fonction des différents produits. Et là, pour les produits de type obligataire, cette partie-là, c'est une assurance contre le défaut de paiement d'une entité, de l'entité sous-jacente. Et je vais vous expliquer de suite ce que c'est. Mais concrètement, comme il y a deux souches dans un produit structuré, il y a aussi deux sources de risque. Il y a le risque de la première souche, la souche obligataire, en fait, c'est tout simplement le risque de défaut. Hein. Si la SG fait faillite, mon produit structuré, c'est ciao. Et la deuxième source de risque, c'est tout simplement l'événement de crédit, donc également un sort de défaut de l'entité sous-jacente. Donc ça, c'est pour les types obligataires, et on va le comprendre. Le principal produit structuré de type obligataire qui est connu, c'est les CLN. Un CLN, ça veut dire Credit Linked Note. Une CLN, c'est tout simplement un titre de créance dont le coupon et le remboursement à l'échéance sont liés au risque de crédit d'une ou plusieurs entités de référence. Donc ça, on le comprend en fait. Titre de créance, c'est EMTN, c'est un produit structuré. Un produit structuré dont le coupon et le remboursement à l'échéance, donc je donne de l'argent, je vais recevoir des coupons et je serai remboursé, ces deux choses-là, elles vont être liées au sous-jacent. Et le sous-jacent, ça va être quoi? C'est le risque de crédit d'une ou plusieurs entités. En fait, le sous-jacent dans un CLN, c'est un CDS. Un CDS, c'est un Credit Default Swap. Je ne l'ai pas marqué ici, mais voilà, c'est Credit Default Swap. Donc en fait, c'est une assurance contre le défaut de paiement. Je vais faire très simple. Aujourd'hui, je suis LVMH. LVMH, il va émettre des obligations. LVMH va émettre des obligations pour se financer. Sauf que LVMH, il y a un monde où elle fait défaut. Il y a un monde où LVMH fait faillite. Et donc elle ne pourra pas rembourser tous les créanciers. Bon,
Eh bien en fait, il y a des personnes qui veulent se couvrir contre ce risque-là. Les personnes qui veulent se couvrir contre ce risque de défaut d'LVMH, bah, elles vont pas acheter une obligation, elles vont vouloir acheter une assurance contre ce risque. Donc une personne qui va leur dire, ok, pas de souci, moi en gros, si LVMH fait défaut, je vous paye. Si LVMH fait défaut, je vous donne de l'argent. Mais en attendant, vous me donnez de l'argent. Donc on va dire que moi là, je suis vendeur de CDS, je suis vendeur de Credit Default Swap, et je vais voir toi qui veux te couvrir contre le risque de défaut d'LVMH, eh bien tu vas me dire, ok, moi je t'achète ton assurance, et comme ça je suis assuré que même si LVMH fait défaut, moi je ne vais pas perdre d'argent. Grosso modo, les acheteurs de ces assurances-là, c'est en général des banques qui financent déjà par ailleurs LVMH, parce que si par exemple moi je suis la Société Générale, je finance déjà LVMH, j'ai fait plein de crédits pour LVMH, etc. Bon, bah, je suis énormément exposé à ce risque de crédit de LVMH. Donc, je vais vouloir potentiellement me couvrir contre ce risque et acheter une assurance. Comme ça, je me dis, ok, au moins tout mon book et toute mon exposition à LVMH, eh bien, elle est hedgée, hein, elle est compensée par ce crédit default swap que je vais acheter. Et comme ça, je suis assuré contre la baisse, enfin contre le risque de défaut. Donc, comment ça se passe concrètement? Un CLN, je vais voir la Société Générale, je leur dis, voilà, moi je vous donne 100 euros et vous me faites un CLN sur LVMH. Moi, je suis prêt à prendre le pari qu'LVMH ne va pas faire défaut pendant 5 ans. Donc, je suis prêt à vendre en fait cette assurance à quelqu'un, à une autre banque par exemple qui a besoin de cette assurance. Moi, je suis prêt à la vendre et bah, vu que je vais vendre cette assurance, par contre, je veux gagner de l'argent et je veux avoir des coupons et un remboursement à l'échéance qui soit conditionné à cet événement de crédit ou non de LVMH. Parce que oui, en fait, on ne parle pas forcément de faillite, mais on parle d'événement de crédit dans le cas d'un... Alors, je ne le retrouve plus là. Voilà, événement de crédit dans le cas d'un CLN. Il y a 3 types d'événements de crédit qui ont été référencés et définis par l'ISDA. L'ISDA, c'est tout simplement une entité en gros qui s'occupe de tout ce qui est swap et dérivés. L'ISDA a défini 3 types d'événements de crédit différents. Il y a la faillite, le défaut de paiement, la restructuration de la dette, je ne vais pas rentrer dans le détail, et potentiellement l'intervention gouvernementale. Donc en gros, moi, quand moi je vais voir la banque et je leur dis voilà, je vous donne 100, moi je suis prêt à prendre le pari que sur 5 ans, LVMH ne va pas avoir d'événement de crédit. Ça veut dire LVMH ne va pas faire faillite, ne va pas faire un défaut de paiement, ne va pas restructurer sa dette et ne va pas avoir d'intervention gouvernementale. Parce que moi je t'estime que LVMH c'est solide et donc je suis prêt à prendre ce risque-là. Bon, eh bien, comme je suis prêt à prendre ce risque-là, c'est un risque supplémentaire et donc ce risque va être rémunéré. Donc en fait, le coupon de ce produit structuré-là, il va être lié au risque de défaut de l'entreprise, donc de LVMH, qui va émettre en fait l'oblig sous-jacente et la durée de l'oblig. Parce que si je suis prêt à prendre ce risque sur 5 ans, c'est pas la même que si je prends ce risque sur 20 ans. Sur 20 ans, LVMH a plus de chances d'avoir un événement de crédit que sur 5 ans. Et donc le coupon ne sera pas le même. Mais voilà, globalement, ça fonctionne assez simplement en fait. Un CLN va avoir le rendement qui provient de l'assurance qu'on vend contre LVMH et le rendement de l'obligation de la banque qui structure, de la Société Générale. Euh, pour faire très simple, en fait, c'est ça la différence avec le fait de juste prendre une obligation LVMH. Parce que là, on pourrait se dire, ok, moi, si je pense que LVMH ne va pas faire défaut, bah, pourquoi je ne vais pas juste acheter une obligation LVMH pour financer LVMH et comme ça, si elle fait défaut, bon, bah tant pis, je ne l'ai pas. Mais comme je suis prêt à prendre ce risque, bah, pourquoi j'irais plutôt acheter un CLN? En fait, c'est juste que le CLN, il va permettre de booster un peu ce rendement parce que déjà, une CDS, donc l'assurance, c'est pas une obligation, hein, c'est plus liquide, c'est plus spéculatif, c'est plus rentable que l'obligation, donc ça paye plus cher que l'obligation déjà de base. Et en plus, à ça, on va rajouter le rendement lié au risque de défaut de la Société Générale. Parce que c'est là, on rajoute un intermédiaire, si vous voulez, on rajoute la banque, Société Générale, qui va émettre et structurer le produit. Donc c'est la raison pour laquelle je prendrais plutôt un CLN qu'une oblig, c'est parce que je me dis, ok, bon, globalement, moi je suis prêt à supporter le risque de LVMH, je suis prêt à supporter le risque de la Société Générale, ça me va. Et donc, je suis prêt à faire un CLN plutôt qu'une oblig sur LVMH. Comme ça, je vais booster un peu mon rendement grâce aux 2 sources de risque. Bon, je vous ai mis un petit exemple d'un CLN sur Arcelor, là, qui a été émis le 20-03-2015, avec une durée de 3 ans, qui s'achevait en mars 2018 et qui avait un coupon de 3,50 annuel, qui était donc conditionné à l'absence de crédit sur l'absence d'événement de crédit pardon, sur Arcelor. Là, en gros, Arcelor, c'est une autre boîte. C'est comme si, dans mon cas, c'était LVMH. Bon, en gros, le CLN, il dit quoi là? Le produit, il dit, moi, à chaque année, je vais donner un coupon de 3,50 à l'investisseur si Arcelor ne fait pas d'événement de crédit. Et à l'issue des 3 ans, je vais rembourser 100% de la valeur de Arcelor. Enfin, pardon, je vais rembourser 100% de la valeur investie. Donc, ça, c'est en l'absence d'événement de crédit. Et en cas d'événement de crédit, ce qu'on peut très bien dire, et ça va dépendre de chaque produit, hein, c'est que le coupon de 3,50 et le capital vont être impactés. L'investisseur sera remboursé à échéance à hauteur de la valeur de marché résiduelle, appelé taux de recouvrement. Donc, en gros, si Arcelor fait défaut, il va y avoir un taux de recouvrement qui va être calculé
Ce taux de recouvrement, il va dire par exemple si c'est 20%, bon bah voilà, Arcelor est prêt à rembourser 20% de tous les investisseurs qui ont acheté un CLN, qui ont en fait vendu un Credit Default Swap sur Arcelor. Donc ce taux de recouvrement là, il est calculé, c'est en fonction vraiment des dégâts et de l'impact de la, on va dire de la grandeur de la faillite de l'entreprise ou de la grandeur de l'événement de crédit. Si c'est juste, tu vois, par exemple une petite restructuration de la dette, mais que l'entreprise ne fait pas faillite ou quoi, bah, le taux de recouvrement pourrait être assez élevé. Et donc en fait, c'est ce taux de recouvrement-là qu'on recevra. Donc par exemple, si j'avais mis 100, que le taux de recouvrement est à 60%, bah, en fait, je vais récupérer 60 et non pas mes 100 que j'avais investi initialement. Et donc en fait, voilà, c'est un peu ce que je raconte là. Et donc il y aura dans ce produit-là, par exemple, aussi un dernier coupon qui sera versé, qui sera également impacté par ce taux de recouvrement. Bref, ça, franchement, ça va être en fonction de chaque produit différent. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire et j'y répondrai. Ensuite, deuxième type, grosso modo, de produits structurés obligataires qu'on peut retrouver, c'est les produits dits iTraxx. Donc en fait, iTraxx Europe Main, c'est tout simplement un indice qui est composé de 125 CDS sur différentes entreprises européennes. Globalement, c'est comme le produit d'avant, sauf qu'au lieu d'être juste exposé à LVMH, bah là je vais me dire, ok, je m'expose à un indice de 125 sociétés européennes différentes, qui sont toutes équipondérées. Et évidemment, c'est les mêmes conditions. C'est je vends une assurance en gros sur 125 de ces boîtes. Et donc, je suis prêt à prendre le risque qu'il n'y en a aucune qui vont faire défaut, aucune qui vont avoir un événement de crédit pendant 5 ans par exemple. Et donc, c'est ce que je vous mets là. Donc, le sous-jacent, c'est un panier d'obligations donc de 125 CDS. Et donc, il y a beaucoup plus de diversification que dans le cas d'avant. Et le seul cas de défaut historique qu'il y a eu dans l'indice iTraxx, qui change d'ailleurs tous les 6 mois, hein, c'était Thomson en 2009. Voilà, on peut se dire, ok, si j'investis dans cet indice, c'est quand même beaucoup plus généralisé, beaucoup plus diversifié. Là, je vais pas me dire, ok, sur les 125, je suis sûr qu'il n'y en a aucune qui va avoir un événement de crédit. Par contre, je vais me dire, ok, bah, sur les 125, moi je pense qu'il y en a par exemple maximum 4 qui vont avoir un événement de crédit, il n'y en aura pas plus. Et donc en fait, bah, on va pouvoir structurer un produit de ce style, et le produit dira par exemple, voilà ce que je vous ai mis, le structuré versera un coupon de 4,5% par an, seulement s'il n'y a pas plus de 4 événements de crédit sur les 125 ans. Et au terme de l'investissement, si tel est le cas, il reçoit donc 4,5% par an fois 5, plus 100% du capital. Et donc il reçoit 122,5% du capital. Donc ça, c'est dans le cas où il y a eu vraiment maximum 4 événements de crédit. Et le produit dit, par contre, si on a un cinquième, en fait, on va perdre 25% de tous ces gains. Si on a un sixième, on perd 50%. Si on a un septième, on perd 75%, etc. Ça, encore une fois, c'est des produits qui peuvent être faits sur mesure. C'est juste pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'un produit structuré obligataire de type soit CLN, soit iTraxx. Mais globalement, on comprend que ici, c'est vraiment des produits qui sont au final pas si risqués que ça. C'est des produits qui ressemblent vraiment à des obligations, qui se rapprochent largement des obligations, même dans les SRRI, hein, dans les indices de risque. Je pense qu'on peut le voir ici. Je vous ai mis ici une petite brochure de produits structurés. Bon, là, c'était la BNP Paribas, hein, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est ceux qu'on retrouve le plus parce que c'est ceux qui en structurent le plus sur internet. Donc voilà, je vous l'ai mis, vous pourrez le voir, encore une fois la map est dispo en commentaire, vous pourrez feuilleter cette brochure là, mais concrètement ce qu'elle dit c'est quoi? C'est un CLN sur non pas une seule souche mais plusieurs souches. Parce que oui, là je vous ai dit qu'il y avait le iTraxx qui composait 125 CDS, mais en fait un CLN on peut très bien le faire sur 4, 5, 6, 10 boîtes si on veut. Ça encore une fois c'est du sur mesure, c'est pour ça que c'est compliqué de faire des généralités, mais en gros, là, par exemple, dans ce cas-là, si je récupère la brochure, on voit que, tac, 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 voilà. Ici, le produit était structuré sur 8 entités différentes. Donc, il y avait Air France, Marks Spencer, Stena, Loxam, Fiat, etc., etc. Donc, en fait, il suffisait qu'une seule entité de ces 8-là ait un événement de crédit, connaisse un événement de crédit dans les, je sais plus, c'était quoi, c'était 5 ans, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, on voit ici toutes les conditions. Donc en fait, si aucune entité de référence n'avait d'événement de crédit, ben, on gagnait 5% par an. Si une seule entité faisait un événement de crédit, on gagnait 4,375. Baissait petit à petit au fur et à mesure du nombre d'événements de crédit qu'il y avait dans ce panier-là de 8 entreprises. Et donc si les 8 font défaut, ou en tout cas ont un événement de crédit, il n'y aura aucun coupon versé. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. Enfin voilà, on voit que le produit peut être vraiment largement différent. Et vous pourrez feuilleter évidemment ce type de produit-là. Mais donc on voit que ces produits de type obligataire sont en fait vachement similaires à des obligations. Ça c'était pour les produits de type obligataire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas ceux qu'on voit le plus, mais c'est quand même des produits assez intéressants et c'est on va dire les produits les moins risqués des produits structurés qu'on peut observer. Et donc forcément ceux qui offrent le moins de rendement hein, sur le papier.
Maintenant, on va passer au deuxième grand type de produits structurés qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus tendance, on va dire. Petite parenthèse, juste 2 secondes, je me suis rendu compte que la vidéo était beaucoup trop longue. J'avais beaucoup trop de trucs à dire tout simplement sur les produits structurés. Mais j'ai gardé tous les concepts encore plus intéressants et plus concrets, pratiques, qui vous intéresseraient vous, jeunes entrepreneurs, jeunes investisseurs qui voulaient investir ou qui avaient songé à investir dans des produits structurés. Bah, j'ai gardé tout ça, j'en ai fait une vidéo entière, détaillée, beaucoup plus concrète, vraiment moins technique, qui sera directement disponible dans mon school. Donc le lien de mon school est dans la description ou dans le premier commentaire. C'est tout simplement une communauté privée de jeunes entrepreneurs, de jeunes investisseurs et de personnes qui s'intéressent à la gestion de patrimoine. C'est entièrement gratuit pour le moment, donc je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à rejoindre le school, comme ça vous pourrez avoir accès notamment sur cette partie des produits structurés à mes conseils, mon expérience de terrain. Je vous partagerai vraiment vraiment le nectar de mes connaissances sur le sujet dans ce school-là. Et je vous laisse avec la vidéo qui est tout de même hyper intéressante et que vous avez besoin de voir pour comprendre celle qui sera disponible dans le school. Parce que j'aborde des concepts assez techniques, mais qui expliquent concrètement comment un produit structuré fonctionne. Et donc vous avez besoin absolument de voir cette vidéo, et notamment la fin, sur toute la partie des frais, pour comprendre la vidéo que je ferai dans le school, qui sera beaucoup plus précise, concrète et sur mesure. Je pourrai aussi répondre à vos questions sur des produits structurés en particulier et autres. Je vous laisse avec la vidéo, mettez un like et abonnez-vous. C'est les produits structurés de type action, hein, les produits structurés equity. Alors ces produits structurés sont également émis sous format EMTN et peuvent être également composés en 2 parties. Et cette fois, ça va être encore plus clair pour vous, je pense. Un produit structuré action a 2 souches de risque et donc 2 souches de rendement, les 2 composantes. La première composante, c'est celle de gauche, c'est une obligation 0 coupon. En fait, c'est tout simplement l'obligation de la banque, de la Société Générale, que je mentionnais tout à l'heure. En fait, cette obligation, ce n'est pas une obligation classique qui va délivrer du rendement tous les ans et qui sera remboursée au PR à la fin de la maturité, mais c'est une obligation en fait qui va délivrer 0 coupon, mais par contre qu'on va donc acheter moins cher. L'obligation, au lieu de l'acheter 100, qu'elle nous délivre 5% tous les ans et qu'elle soit remboursée à 100 au bout de 5 ans, eh bien là, on va peut-être l'acheter 75 en première année. Elle va nous délivrer 0 coupon et elle sera remboursée par contre à 100. Elle sera remboursée à 100 au bout de la 5e année. Vous allez comprendre pourquoi c'est ce type d'obligation-là qui est utilisé, mais concrètement, ça c'est la composante obligataire. Donc cette composante obligataire, c'est vraiment le moteur de performance du produit, hein. C'est vraiment sur un coupon par exemple à 7% d'un produit structuré, il y a en général entre 3, 4, 5% en fonction des taux d'intérêt, on va comprendre, mais qui est lié, il y a une grosse partie qui est liée vraiment à l'obligation, au risque de défaut en fait de la Société Générale. Donc ça, c'est ce que je dis ici, c'est que cette obligation, hein, cette composante, elle est liée au risque de crédit de l'émetteur. Donc en fait, le rendement de cette composante, c'est tout simplement le taux de refinancement de la banque. Si la Société Générale doit se refinancer à 5%, bon bah en fait, comme on va prêter à la Société Générale, concrètement, ça va nous donner grosso modo 5% déjà dans notre produit. Sans même avoir encore une fois là, sans même regarder la deuxième composante qui est la composante optionnelle, mais juste, voilà, c'est qu'on finance Société Générale. Si Société Générale à l'instant T se finance à 5%, eh bien, on va avoir 5% de rendement. Chaque mois, l'émetteur publie sa grille de refinancement. Donc la Société Générale, tous les mois, elle va montrer à combien elle se refinance, c'est-à-dire le taux auquel elle est prête à emprunter pour chaque maturité de 1 à 10 ans en euros et en dollars. Donc concrètement, tous les mois, la Société Générale va publier ce genre de tableau et va dire, voilà, bah, moi à 1 an, je suis prêt à me refinancer E3M plus 30 bips. Donc E3M, c'est l'Euribor 3 mois. C'est tout simplement le taux sans risque de référence à horizon 3 mois pour les institutionnels. Donc on va dire, pour faire très simple, je fais un raccourci, mais c'est on va dire un peu le taux directeur, on va dire. Et 30 bips, c'est tout simplement la prime de risque qui est prise pour financer Société Générale plutôt que le gouvernement français. Parce que, pour faire très simple, ça je l'ai déjà mentionné dans d'autres value assets, mais on a les taux directeurs en France par exemple. Donc la BCE donne les taux directeurs de toute la zone euro. En France, ça veut dire que l'on est prêt à financer le gouvernement français à ce niveau-là de taux directeur. Et ensuite, chaque entité qui est présente dans le pays, donc par exemple une banque, eh bien, si on veut la financer, si la banque, si elle veut se financer, elle ne va pas pouvoir emprunter aux mêmes conditions que l'État. Par définition, l'État, normalement, c'est l'entité la moins risquée du pays. Normalement, même s'il y a eu là quelques différences, et on a vu par exemple des cas où Air Liquide se finançait à un taux plus faible que le gouvernement français. Mais normalement, c'est un peu ça le délire. Donc en fait, Société Générale, si elle veut se financer, elle va se financer au minimum à E3M, donc à l'Euribor 3 mois, plus une prime de risque, un spread, qui est représenté par 30 bips ici. Donc bips, c'est tout simplement des fractions de pourcentage. Donc 30 bips, ça veut dire 0,3%. Ici, elle se refinance à Euribor 3 mois plus 30 bips à 1 an.
À 2 ans, du coup, ça augmente un peu parce que, encore une fois, la Société Générale a plus de chances de faire faillite sur 2 ans que sur 1 an. Et donc, elle va devoir se refinancer par exemple à E3M plus 35 bips à 2 ans. Et dans le cas où je vais prendre un produit à 5 ans par exemple, bon, et bien à 5 ans, la Société Générale se refinance à Euribor 3 mois plus 50 bips, donc Euribor 3 mois plus 0,5%. Et en fait, ça, donc ce Euribor 3 mois plus 0,5%, ça va être le moteur, si vous voulez, de notre coupon du produit structuré. Mais donc voilà, on comprend que par définition, quand les taux du coup sont élevés, quand les taux ont augmenté là ces dernières années, c'est pour ça qu'on a eu des produits structurés très intéressants. C'est qu'en fait, les banques, par définition, elles se finançaient à Euribor 3 mois plus 50 bips, hein, c'est toujours globalement la même marge. Mais le Euribor 3 mois, il a pris 3% en 2 ans. Donc en fait, la Société Générale, elle se finançait plus à 1,5%, mais à 4,5 ou 5%. Donc forcément, on a eu vraiment une montée en puissance des produits structurés à capital même garanti, certains qui délivraient des gros rendements. C'est tout simplement, ça s'explique par tout simplement les taux d'intérêt. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de magie. C'est en face d'un risque, il y a un rendement, et quand les taux d'intérêt, donc les taux sans risque augmentent, eh bien forcément, ça augmente pour tous les produits financiers, notamment les émetteurs et notamment donc les produits structurés. Donc ça, c'est la première composante du produit structuré, c'est la partie obligataire. Et la deuxième partie, la deuxième composante de ce produit structuré, c'est tout simplement une composante optionnelle, c'est des options. Ces options, elles vont être achetées grâce à la décote de l'obligation. Rappelez-vous, je vous ai dit, l'obligation, c'est une obligation zéro coupon. Donc en fait, quand moi je donne 100 à la Société Générale pour acheter un produit structuré, et bien en fait, sur ce produit structuré 100, il va y avoir une obligation qui vaut 100, mais comme c'est une zéro coupon, elle va être achetée avec une décote, donc elle va être achetée 75 par exemple. Donc il y a 75 des 100 qui vont être utilisés pour l'obligation de la Société Générale, et il restera un reliquat de 25 pour arriver à mes 100 euros. À l'instant T, quand je donne 100 euros, en fait, il y en a 75 qui passent dans l'oblig, il reste 25. Avec ces 25, la Société Générale va acheter des options, et ces options-là, elles vont dépendre en fonction du produit. Et en fait, c'est cette partie d'options-là qui va varier et qui va permettre de booster la performance plus ou moins fortement. Donc les options, je vous l'ai mis ici, c'est des produits financiers qui donnent le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent pendant une certaine période et à un prix convenu à l'avance. Donc en gros, une option, il y en a deux types. Il y a les options, enfin très simple, hein, les options vanille classiques. Il y a deux types. Il y a les options call, c'est les options d'achat, et les options put, donc c'est les options de vente. Moi par exemple, je suis une entreprise qui fait des gâteaux. Et la matière première de mes gâteaux, c'est de la farine. La farine, c'est du blé. Moi, j'ai pas envie d'être impacté. J'ai pas envie que mes marges et mon coût de production de gâteaux, ça soit impacté par le prix du blé. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer sur les marchés du blé dans 3 mois. Par contre, dans 3 mois, il faut que je puisse acheter le blé au même prix qu'aujourd'hui, au prix que je connais. Bon, eh bien, comme le blé peut être touché pendant 3 mois suite à, j'en sais rien, des intempéries, peu importe, bon, eh bien, je vais acheter une option d'achat, je vais acheter un call qui me dit, donc le call, je l'achète aujourd'hui et il me dit, ok, dans 3 mois, t'inquiète pas, tu pourras acheter ton blé à 2 euros le kilo. Je dis une connerie. Et comme ça, en fait, moi, ça me couvre. C'est une option d'achat, j'ai le droit de l'acheter, donc dans 3 mois, même si le blé vaut 20 euros le kilo, ben moi, je pourrais l'acheter à 2 euros le kilo. Bon, ça, c'est une option d'achat. Une option de vente, c'est pareil, mais à la vente. C'est par exemple, je suis fournisseur de blé cette fois-ci. J'ai besoin de me dire, ok, moi, je pourrais vendre mon blé à ce prix-là dans 3 mois. Et donc, moi, je veux pouvoir vendre mon blé à 2 euros le kilo dans 3 mois, même si le cours du blé chute à 1 euro le kilo. Et donc, je vais prendre un put, une option de vente. Je vais acheter un put qui va me dire dans 3 mois tu pourras vendre ton blé à 2 euros le kilo. Ça c'est le truc basique. En fait pour expliquer un peu, un call et en fait une option après elle peut être achetée ou vendue. C'est-à-dire que une option d'achat, un call peut être acheté, on peut acheter un call comme le cas de mon fournisseur tout à l'heure, enfin mon entreprise de gâteaux, et on peut aussi vendre un call. Parce que ça c'est pour n'importe quel produit, hein. Quand il y a un acheteur, il y a un vendeur. Donc ça peut être un peu complexe, mais une option d'achat peut être vendue. On peut vendre une option d'achat, on peut vendre un call. Et comme de la même manière qu'on peut acheter un put, on peut acheter une option de vente. Comme là pour le coup c'était le cas de mon fournisseur de blé. Lui il a acheté l'option de pouvoir vendre à 2 euros. Mais pour acheter cette option-là, il y a quelqu'un qui a dû lui vendre. Donc ce qu'on comprend c'est qu'une personne qui achète une option à l'instant T, peu importe si c'est une option d'achat ou de vente, elle achète une option. Elle achète un call, elle achète un put. Au moment où elle achète, à l'instant T, elle va donner de l'argent, elle va acheter cette option avec de l'argent. Et à T plus 3 mois, les conditions de marché feront qu'elle va exercer ou non cette option. Pardon. Et donc en exerçant ou non cette option, elle va ensuite soit récupérer de l'argent, soit perdre de l'argent. Pour revenir à nos produits structurés, fini les gâteaux, vous vous rappelez, il y a la partie obligation zéro coupon, qu'on va acheter 75 euros globalement, et la partie option, donc c'est 25 euros qui nous restera pour acheter des options. Pour que ce soit plus simple, je vais vous montrer ces petits schémas. J'espère que c'est assez compliqué à expliquer, parce que c'est assez complexe, mais je pense qu'avec ces schémas, vous allez beaucoup plus comprendre. Prenons le cas
d'un produit à capital garanti. Un produit structuré à capital garanti, c'est la banque, elle me dit, ok, bah, si tu achètes mon produit, le produit, tu l'achètes 100, il va te délivrer un rendement qu'on ne connaît pas forcément à l'avance, ou en tout cas ce rendement-là, on le connaît à l'avance, mais il va dépendre de certaines évolutions des conditions. Par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, mais si le CAC 40 reste entre 80% et 100% de son niveau initial, bah, tu toucheras un coupon. Bon, bah ça, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Par contre, on te dit, par contre, ce qui est sûr, c'est que tu récupéreras ton capital, tu récupéreras tes 100 euros au bout de 5 ans. Donc en fait, à tes zéros ici, là, aujourd'hui, là, tu donnes 100 euros. Donc ça, c'est 100 euros, 100% d'investissement initial. Avec ces 100 euros, la banque, elle va acheter une obligation zéro coupon de 75. Donc c'est là la Société Générale, en fait, tu donnes 75 à la Société Générale pour la financer. Et c'est une obligation zéro coupon qui est donc avec une décote de 25. Avec ce petit reliquat de 25, la Société Générale va acheter des options. Donc elle va jouer le marché. Je vous passe les détails, c'est assez complexe. Mais c'est un peu ce que j'expliquais avant, grosso modo, elle va faire des trucs en fonction justement des conditions du produit structuré. À T plus 5 là, au bout de 5 ans, à maturité du produit, le produit, il me disait, il me rembourse 100. Et il n'y a pas de risque de perte en capital. Pourquoi il n'y a pas de risque de perte en capital? En fait, les 100, c'est tout simplement la valeur de l'obligation que j'ai achetée à Société Générale. Parce que je l'ai acheté avec une décote ici. Je l'ai acheté à 75. Mais en fait, elle m'a délivré 0 coupon. Et c'est parce qu'elle m'a délivré 0 coupon qu'elle valait 75. Mais concrètement, elle vaut 100. Donc à T plus 5, elle l'est remboursée à 100. Donc c'est pour ça que là, j'ai pas de risque de perte en capital. Par contre, mon rendement, qui est conditionné, lui, par un gain sur mes options, un gain potentiel, hein, qui est donc la performance là, qui aurait été créée, qui est cette partie-là du produit structuré. Bon, bah ça, c'est pas sûr, hein, parce qu'on n'est pas sûr, par exemple, dans mon exemple, que le CAC 40 ait bien fluctué entre 80 et 100 niveaux. On ne sait pas. Donc en fait, ça va dépendre de l'achat d'options, ça va dépendre des conditions du produit, et c'est pour ça que le rendement est une part variable qui dépendra de la performance du sous-jacent, qui dépendra de la perf du CAC 40. Maintenant, si je viens sur l'exemple d'un produit à capital non garanti, c'est le cas par exemple de mon tout premier exemple sur, encore une fois, le CAC 40. J'avais dit s'il perd plus de 40%, eh bien je vais encaisser cette perte en capital. Donc ça veut dire que si à maturité, le CAC 40 a perdu 45%, eh bien en fait, je ne vais pas être remboursé 100 euros, mais je vais être remboursé 100 moins 45% de 100, donc 100 moins 45, 55 euros. C'est donc un produit à capital non garanti, mais évidemment, ces produits-là délivrent plus de rendement, hein. Le coupon, il sera non pas, je ne sais rien, ce que j'avais dit, mais le coupon, il sera peut-être pas de 5% à maturité, mais il sera peut-être de 8%. Pourquoi? Et on se dit d'un point de vue logique, on se dit c'est normal, parce qu'en fait je risque de perdre du capital, donc c'est normal que comme il y a un petit risque, il y a un petit rendement en plus. Mais concrètement, comment ça se passe? À T0, là, à l'investissement, on paye nos 100, on met nos 100% d'investissement initial ici. C'est la même chose qu'ici, c'est pareil. Avec ces 100, la banque en fait, c'est 75 d'obligations zéro coupon, et elle va acheter des calls, pareil sur le CAC 40, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sauf qu'en fait, en plus de ça, elle va vendre des puts. Alors, pour faire très simple, c'est ce qu'on voit ici. Elle va vendre un put. En fait, en vendant un put, donc en vendant une option de vente, je vous passe les détails, mais elle va gagner de l'argent à l'instant T. Donc en fait, elle va vendre l'option de vendre le CAC 40 s'il perd 40%. Donc elle va vendre l'option de vendre le CAC 40 à 60% de son niveau initial. Ce qui va représenter en fait notre barrière de capital, notre barrière de protection en capital. Parce qu'on capte que si le produit ne perd pas plus de 40%, bah, l'option elle va pas être exercée, donc je ne risque pas de perte de capital. Mais si l'option, enfin si le produit structuré, pardon, donc si le CAC 40 perd plus de 40%, et bien en fait là l'option de vente qu'on a vendue, hein, elle va pouvoir être exercée par la personne qui l'a acheté, on ne sait pas qui c'est, mais elle va pouvoir être exercée, et donc là je vais subir une perte en capital à ce moment-là. Donc en fait, grâce à cette option vendue, elle va acheter des calls, c'est ce qu'on voit ici. La banque va acheter des calls en plus suite à la vente du put. Et donc ce moteur de performance, on voit ici qu'il est bien plus grand, hein, il est 2 fois supérieur au moteur qu'on avait ici. Et donc ça, c'est pour ça que le coupon périodique versé pourra être plus élevé. Pourra être par exemple pour un même produit de 8% avec une perte en capital à 40 à contre 5% contre un produit à capital garanti par exemple. Bon, bien ça c'est tout simplement parce que on a beaucoup plus de calls, on a beaucoup plus d'argent pour pouvoir jouer le marché et espérer choper du rendement. Mais à l'échéance par contre, bon, eh bien, on a potentiellement 100% d'investissement initial plus le rendement qui aura été généré grâce à ces calls. Par contre, on a un risque de perte en capital uniquement si le marché est bien descendu, si le CAC 40 a bien fait moins 45. Mais s'il n'a pas fait moins 40, il n'y a pas de risque de perte en capital. Et en fait, on a raison de prendre ce risque, on a été rémunéré pour avoir eu raison de prendre ce risque, parce qu'on a pu acheter plein de calls avec et potentiellement gagner un peu plus d'argent et avoir un gain sur option supérieur à celui-là.
Donc maintenant, je pense que vous comprenez un peu mieux cette composante-là, là, optionnelle. Maintenant, dernière petite chose, avant d'expliquer un peu tous les différents produits, tous les différentes choses auxquelles il faut faire attention concrètement, etc. Là, c'est un peu vraiment la partie un peu barbare, mais il faut la comprendre pour comprendre la suite. C'est pour ça que je passe un peu de temps dessus. Euh, il faut comprendre en fait comment le coupon va être déterminé par la banque. La banque, la Société Générale qui va structurer le produit, on l'a vu, il y a deux moteurs dans le produit. Il y a la partie obligation, donc ça va dépendre en fait de son taux de refinancement et donc du taux directeur. Donc s'il y a des taux élevés, bah forcément mon produit in fine aura un rendement, un coupon plus intéressant. Raison pour laquelle dernièrement, avec la forte hausse des taux, il y a eu des produits même à capital garanti qui versaient beaucoup de coupons, beaucoup plus qu'avant en fait, tout simplement parce que c'était lié à la partie au taux d'intérêt. Donc il y a cette partie-là, mais il y a aussi la partie optionnelle, parce que la partie optionnelle, on se doute bien que toutes les options ne se valent pas, il y a des options plus risquées que d'autres. Je vous ai pris par exemple le cas tout à l'heure d'une baisse de 40% du CAC 40, c'est assez rare une baisse de 40% du CAC 40, pour faire simple, ça s'est vu, même pas dans le Covid, le Covid je crois que c'était une baisse de 35. Je crois qu'il y a eu que 2 fois où le CAC 40 a baissé de plus de 40, c'était pendant la crise des subprimes et pendant la bulle internet, à hauteur d'une ville, hein. En 25 ans c'est un peu ça le track record. Et je crois que ça a dû baisser aussi en 73 ou quelque chose comme ça. Bref. Mais concrètement, une baisse de 40%, donc l'option qu'on va jouer sur une baisse de 40%, elle n'est pas très risquée. Par contre, si on dit qu'on est prêt à prendre le risque, que le CAC 40 ne va pas baisser de plus de 10%, bon bah là c'est beaucoup plus risqué, hein. Autre chose qui peut faire vraiment augmenter le prix d'une option et donc le rendement potentiel de mon produit sur cette composante optionnelle, c'est que le coût de l'option, il va augmenter avec la volatilité. En fait, si le CAC 40 est très volatile, comme c'est le cas d'ailleurs depuis quelques mois, mais en fait, l'option, elle va coûter plus cher. Pourquoi? Parce que si le CAC 40, tous les jours, il fait plus 5, moins 5, plus 7, moins 15, plus 20, plus 1, bah en fait, il y a des grandes chances que l'option soit exercée. Je reprends encore une fois mon produit, mon CAC 40. Je vends l'option de vendre à 60% du niveau. Bon, ben si le CAC 40 fait que va-et des biens, l'option de vente, elle va coûter beaucoup plus cher. Parce qu'en fait, cette assurance-là, elle est encore plus importante. Parce que comme le CAC 40 a beaucoup de chances de baisser à plus de 40, eh bien en fait, l'assurance, elle va coûter vachement plus cher. C'est comme, je sais pas, si vous achetez pour votre maison une assurance contre le risque de monter des eaux, bon, bah, si votre maison, elle est en bord de mer, au bord de la plage, le prix de l'assurance, ça va pas être le même que si elle est en haut d'une montagne. Bon, bah là, c'est pareil. Si le CAC 40 fait que faire des moins 20, plus 30, moins 30 tous les jours, il y a de grandes chances qu'il perde 40%. Donc en fait, l'assurance, pour se couvrir contre ce risque-là, elle vaut plus cher. Donc moi, quand je vais vendre mon put, ici, là, quand je vais vendre mon put, je vais la vendre beaucoup plus cher cette option. Donc je vais avoir beaucoup plus d'argent ici pour acheter des calls. Donc en fait, c'est en ayant beaucoup plus d'argent que je vais pouvoir faire beaucoup plus de rendement. Et donc c'est pour ça que quand on est vendeur d'options, ça vient booster le coupon. En fait, quand il y a de la volatilité sur un marché et qu'on est positionné à la baisse sur ce marché, qu'on se couvre contre la baisse, hein, donc sur un produit de ce style-là, du style autocall dont je viens de parler, donc le CAC 40, il ne faut pas qu'il perde plus de 40%, et bien en fait, s'il y a beaucoup de volatilité sur le sous-jacent, donc sur le CAC 40, bah, mon rendement va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort. Et on peut même par exemple structurer aussi un produit, non pas sur un indice, mais sur une action. Par exemple, si je me structure, je vais faire un exemple extrême sur le Bitcoin, on remplace le CAC 40 avec le Bitcoin, on remplace le sous-jacent. Bon, et bien là on comprend que le Bitcoin, il y a de très grandes chances qu'il perde 40%, beaucoup plus que le CAC 40. Forcément, en fait, le produit structuré, il va me délivrer un coupon qui sera bien supérieur, parce que là, il pourra acheter plein de calls, et donc il va pouvoir me délivrer des rendements hyper intéressants. Par contre, il y a un gros risque de perte en capital à l'échéance. Donc voilà, on voit que si il y a de la volatilité sur le sous-jacent, eh bien, si on est vendeur, ça vient booster le coupon. Par contre, si on est acheteur, ça vient le réduire. Parce que là, je vous ai pris le cas depuis le début d'un produit structuré qui mise un peu sur la baisse, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, mais qui mise sur la baisse du CAC 40, qui mise en tout cas sur un CAC 40 qui resterait flat et qui ne va pas forcément augmenter, mais qui ne va pas perdre plus de 40. Bon, je peux aussi me dire, mais c'est moins fréquent, je peux aussi prendre par exemple un produit structuré qui va s'exposer à la hausse de l'indice. Bon, et bien ça, quand on va du coup acheter ce produit-là, on va être exposé à la hausse. Et donc, s'il y a beaucoup de volatilité sur l'indice, bah, ça fait l'effet inverse que le produit d'avant, vu qu'on s'expose de manière inverse au marché. Et donc, ça va réduire notre coupon. Donc ça, typiquement, la volatilité du sous-jacent, c'est un des principaux facteurs qui va faire varier mon coupon. Et c'est pour ça qu'en fait, un même produit émis à deux dates différentes, eh bien, on va pas du tout avoir le même taux de coupon parce que mon CAC 40 aujourd'hui, bah, peut-être qu'il n'y a pas trop de volatilité. En plus, dans le cas d'un produit structuré, ce qu'on regarde, c'est la volatilité implicite. Ça veut dire l'anticipation de la volatilité sur le marché. Donc, c'est un peu complexe, je ne rentre pas dans le détail. Mais concrètement,
Aujourd'hui, mon CAC 40, il n'a pas la même volatilité qu'hier et il n'aura pas la même dans 2 semaines. Donc en fait, si je fais pour un même produit, aux mêmes conditions, une perte à moins 40, je structure exactement pareil, avec la même banque, et bien en fait, le coupon va pas être le même. Le coupon que la banque va pouvoir me donner, il sera pas le même. Donc en fait, on voit qu'un produit structuré, c'est vraiment un produit qui se joue dans une conjoncture particulière, qui se joue à un moment, il y a des conditions de marché particulières, parce que pour un même produit, émis par la même banque, avec les mêmes conditions, le même sous-jacent, tout ça, et bien en une semaine, 2 semaines, 3 mois, les coupons peuvent grandement varier. C'est d'ailleurs pour ça que selon moi, si je rentre un peu là dans les conseils, je ne comprends pas les personnes qui investissent tout dans un produit structuré. Pour moi, les produits structurés, c'est une classe d'actifs à part entière. Déjà, ça ne doit pas représenter 100% de nos investissements, loin de là, et ça ne doit pas non plus être un seul produit structuré qui compose cette poche. Pour moi, une poche produit structuré, c'est plusieurs produits. Parce que bah, il faut qu'il y ait un rôle, il faut qu'il y ait des produits différents qui soient émis à plusieurs périodes, parce que les conditions ne sont pas les mêmes, et donc il faut qu'on s'assure d'avoir les meilleures conditions à chaque fois. Alors maintenant qu'on a vu ce que c'était un produit structuré de type action, dans les grandes lignes, on va voir un peu toutes les particularités que ces produits-là peuvent avoir. Et on va comprendre pourquoi ces produits, des fois, sont dits complexes et compliqués à comprendre. Parce que bon, déjà, là, je vous ai expliqué la technique, mais c'est ce que personne ne vous explique, hein. Là, ce que je vous ai dit, vraiment, avant que vous le trouviez sur Internet de manière claire, j'espère que j'ai été clair, c'était assez complexe, mais franchement, c'est pas trouvable. Voilà, c'est très complexe, personne ne vous le dit. Là, moi, je vais me placer maintenant plus du côté point de vue investisseur, ce que vous devez regarder quand vous regardez un produit, ce à quoi il faut faire attention, et donc vous expliquer un peu plus dans la pratique comment les produits structurés actions se présentent. Alors déjà, un produit de type action peut avoir comme sous-jacent, je vous l'ai dit, un indice, hein, donc le CAC 40, mais aussi une action, par exemple LVMH, et aussi sur un panier d'actions, hein. Donc on va pouvoir prendre un panier d'actions, par exemple LVMH, L'Oréal, ou je sais pas, Air France, Boeing, des trucs comme ça. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, ces produits sont assez complexes. Ils sont beaucoup plus complexes que les structures de type crédit, car plusieurs mécanismes peuvent s'ajouter. Donc, par rapport à tout ce que je vous ai déjà expliqué, il y a plusieurs mécanismes qu'on peut ajouter au produit. Donc sur le produit, par exemple, le produit peut être ce qu'on appelle autocall. C'est le cas de la majorité des produits. Et c'est d'ailleurs le cas du produit que j'ai pris comme exemple, le produit sur mon CAC 40. Je vous ai dit, si le CAC 40 passe au-dessus de la barrière des 100% à une date de constatation, donc on va regarder tous les ans le produit à quel niveau il est. Bon, et bien si le produit passe au-dessus de 100%, en fait, le produit va être rappelé, il va être remboursé, hein. C'est ce qu'on appelle un produit auto-callable, donc automatically callable, automatiquement rappelable. Donc le produit va être remboursé si les conditions de marché sont prévues sont atteintes, donc si le CAC 40 par exemple passe au-dessus des 100%. Ça aujourd'hui, la plupart des structurés sont des structurés autocall. Et c'est pour ça que quand on vous annonce un produit sur 10 ans, en fait il y a de grandes chances que le produit soit rappelé avant. Surtout parce que ça rapporte beaucoup d'argent aux banques. Et on va le comprendre après avec le schéma des frais. Mais concrètement, un autocall, c'est 95% aujourd'hui des produits sont des autocalls. Ça veut dire que les produits peuvent être rappelés par anticipation selon certaines conditions. Ensuite, il y a l'effet mémoire. Alors l'effet mémoire, on comprendra ça un peu mieux après, mais globalement, c'est le fait de dire que un coupon, s'il n'est pas versé à une date de constatation T, bah, il pourra être versé à la date de constatation suivante si le produit a regagné de ses forces. Il est retombé dans ses barrières, on va dire. Par exemple, dans le cas de tout à l'heure, mon CAC 40, bah, je me dis s'il y a une année il perd plus de 40, je ne vais pas toucher mon coupon. Par contre, si ça remonte à au-dessus de moins 40 ensuite, donc si ça remonte à 80% par exemple du niveau initial, eh bien en fait je vais là cette fois-ci toucher non seulement mon coupon, mais en plus le coupon d'avant que j'avais pas touché. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet mémoire. Ensuite on va avoir des produits de type worst of ou best of, hein. Donc ça s'applique sur des paniers d'actions. En fait ces produits-là, on va regarder le worst ou le best sous-jacent du panier. Donc par exemple, si je prends le même produit que tout à l'heure, mais c'est plus le CAC 40, c'est LVMH L'Oréal. Je fais un worst of sur LVMH L'Oréal. Ça veut dire que je vais regarder à chaque date de constatation, non pas le niveau de LVMH et L'Oréal, mais le niveau de la pire des deux. Donc si L'Oréal a pris plus 20%, mais qu'LVMH a fait moins 30%, ben en fait je vais prendre moins 30% comme date de constatation. Et donc dans ce cas-là, ça resterait dans nos barrières de moins 40. Mais en fait, à chaque constatation, je vais regarder la pire performance des deux. Et on peut faire l'inverse, on peut regarder la meilleure performance des deux. Par exemple, LVMH, L'Oréal. Si L'Oréal avait fait plus 10 et LVMH moins 30, mais en fait, on va regarder à la date de constatation la performance de la meilleure des deux, donc de L'Oréal, donc plus 10%, donc le produit est rappelé.
parce qu'on a regardé, c'était un panier best-of, ce qu'on appelle. Donc ça pareil, il y a plusieurs choses à faire attention sur ces paniers-là, sur des worst-of, des best-of, notamment sur tout ce qui est comment choisir en fait le panier d'actions. Est-ce qu'on va choisir des actions dans la même thématique, dans le même secteur, ou au contraire des actions qui ne sont pas dans le même secteur. Il y a des choses qui sont très mal faites sur ces sujets, et au contraire, il y a des choses qui peuvent être très bien faites sur ces sujets-là. Donc ça pareil, je vous en parlerai un peu plus après. Ensuite, dernière chose, c'est qu'on peut avoir une barrière de rappel anticipée dégressive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le CAC 40, s'il remonte au-dessus de 100% à une date de constatation, il est rappelé. Mais en fait, on peut très bien se dire que pendant toute la vie du produit, cette barrière-là de 100%, elle va petit à petit diminuer. Donc en fait, ça veut dire que si le produit, si le CAC 40, au bout de la première année, il remonte au-dessus de 100%, il est rappelé. Par contre, la deuxième année, il suffit qu'il remonte au-dessus de 95% pour qu'il soit rappelé. La troisième année, au-dessus de 90%. En fait, ça va permettre d'être dégressif comme ça. Encore une fois, ça c'est quelque chose qu'il faut aborder de manière très précise, concrète. Et comme c'est des produits sur mesure, ça va dépendre de chaque produit. Donc ça pareil, c'est quelque chose dont il faudra faire attention et j'en parlerai encore une fois un peu après. Ensuite, sur le sous-jacent, il y a aussi des mécanismes qui peuvent être ajoutés. Et ça, je vais notamment parler d'un mécanisme très connu, mais très critiqué, et selon moi, à raison. C'est ce qu'on appelle les décréments. Le décrément, c'est quoi? C'est de dire, je vais pas regarder le CAC 40 classique, mais je vais regarder le CAC 40, et chaque année, je vais enlever un prélèvement forfaitaire. Donc je vais enlever par exemple 5% de performance au CAC 40. Donc si le CAC 40 a fait moins 20 en première année, il va faire moins 25. S'il a fait plus 10, il fera plus 5. En fait, j'enlève 5% de la performance de l'indice. Pour moi, ça c'est dans 3 quarts des cas une douille. C'est une grosse douille qui a été inventée par les banques, banques émettrices. Mais encore une fois, il y a dans certains cas, ça peut être intéressant. En tout cas, ça peut être bien fait, ça peut permettre certaines choses. Mais concrètement, pourquoi elles ont inventé ça? Elles ont inventé ça parce que dans un indice, il y a un réinvestissement des dividendes. On sait que, par exemple, dans le S&P 500, quand on regarde le S&P 500, en fait, c'est dividendes réinvestis, ce qu'on appelle un indice TR, Total Return. Le CAC 40, d'ailleurs, by the way, n'est pas affiché comme dividende réinvesti, quand on le voit comme ça. Ça veut dire que si on veut comparer la performance, par exemple, du CAC 40 et du S&P, ça c'est une parenthèse, mais il faut regarder le CAC 40 Total Return et le S&P classique, le S&P Total Return, par définition. Mais donc, les dividendes réinvestis, c'est quoi? C'est le fait de dire, le CAC 40, il y a en moyenne 3,5% de dividendes moyens par année sur le CAC 40. Donc les entreprises du CAC 40 versent en moyenne 3,5% par an. Et bien en fait, si on réinvestit ce dividende dans le CAC 40, ça va booster la performance du CAC 40. Et bien ici, le décrément qui va être appliqué au CAC 40, les banques ont créé ça pour contrebalancer ce boost de performance apporté par le réinvestissement des dividendes. Et pourquoi elles ont inventé ça? C'est parce qu'en fait, dans le cadre d'un produit structuré, ton dividende il est compris déjà dans la performance du produit. Si tu structures même sur le CAC 40, ton dividende il va être compris dans le boost du CAC 40, ça va être réinvesti automatiquement. Sauf que du coup, c'est un dividende que la banque structure, que la banque qui émet le produit, la banque structureuse, ne touche pas. Et comme elle ne touche pas ce dividende, eh bien en fait, elle pourrait se retrouver à risque dans le cas où il y a un dividende qui chute fortement ou une année de crise sur les marchés ou autre. Je passe les détails, mais concrètement, elles ont créé ce mécanisme de décrément pour leur permettre de se couvrir et de faire porter ce risque-là d'absence de dividende une année euh, à l'investisseur. Je m'arrête ici sur les explications de ce décrément, mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi c'est une douille. Pourquoi? Parce que le décrément est souvent bien supérieur au taux moyen annuel de dividende. On a vu le CAC 40, c'est en moyenne 3,5%. Les 3 quarts des décréments qu'on voit, c'est 500 bips, c'est environ 5%. Donc en fait, tous les ans, si le CAC 40 verse effectivement 3,5, mais en fait l'indice perd 1,5%, peu importe sa performance. Si on reprend notre produit sur le CAC 40 où on se dit il va pas perdre plus de 40%, mais en fait si déjà de base, au niveau de la structuration, il perd 1,5% tous les ans, en fait, ça veut dire qu'à la fin des fins, le produit n'a plus besoin de baisser de beaucoup pour atteindre cette barrière et donc qu'on soit en risque en capital. Et ça, c'est pour le CAC 40, mais c'est encore pire pour les autres marchés parce que le S&P 500, lui, donc l'Eurostoxx 50, donc le marché européen, c'est globalement à peu près comme le CAC 40, hein, c'est 3,5% annuellement en moyenne de dividendes. Le S&P 500, on est plutôt aux alentours des 2%. Donc pareil, s'il y a un produit qui est structuré sur le S&P, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle souvent des indices composites, hein. C'est des indices de type transatlantique, machin, et je vous ai mis un exemple après, donc on le verra, mais c'est des exemples de ce type-là. Globalement, et vous le comprenez, c'est pour ça que ces produits sont très critiqués, c'est parce qu'ils sont très complexes, et que plus les produits sont complexes, plus ils sont chargés en frais. Parce que sur chaque option, entre guillemets, il y a un petit spread, hein. Sur chaque option, la banque, elle va prendre une petite partie pour elle. Donc voilà, plus il y a d'options, de complications, de mécanismes, plus
le produit, globalement, on peut se dire qu'il pue. Et ça sera un de mes principaux conseils à la fin de cet épisode, c'est de dire, choisissez uniquement des produits que vous comprenez, qui sont simples, qui sont faciles. Un produit complexe cache en général plusieurs loups. Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va voir plusieurs exemples de produits types qu'on peut voir. Et il y a notamment deux produits phares qui sont assez classiques, qu'on voit assez souvent. Ce qu'on appelle les produits Athéna ou les produits Phoenix. Alors le premier, c'est le produit Athéna. Le produit Athéna, il a deux barrières. Il a une barrière de capital, une barrière de rappel. Il n'y a pas de barrière de coupon pour celui-là, à la différence du produit Phoenix qu'on verra juste après. Il n'y a pas de barrière de coupon. Donc le produit distribue les coupons uniquement au rappel du produit. Donc en fait, les coupons par exemple de 8% dans ce type de produit vont être versés à maturité. Donc par exemple si la maturité c'est 5 ans et que notre produit pendant 5 ans il est effectivement entre 60 et 100%, donc on a eu raison, qu'au bout des 5 ans il passe pile au-dessus des 100%, et bien en fait on va toucher 5 fois notre coupon de 8% annuel, donc 40%, plus 100% de notre investissement initial, donc on va avoir 140% en gros de remboursement. Si on veut calculer un peu le taux de rendement interne, le taux de rendement même annuel, annualisé de ce produit, en fait ça va pas être 8% par an, ça va être un peu moins, parce que ces 8% par an, si on les avait touchés, on aurait pu les réinvestir. Hein. C'est les fameux intérêts composés hein, qu'on connaît. C'est qu'ici, comme on est payé in fine, même si on est payé 8% par an in fine, c'est pas du tout pareil que si on avait été payé 8% par an chaque année. Parce que le premier coupon de 8%, on aurait pu, si on l'avait touché dès la première année, le réinvestir à un taux d'intérêt et donc faire des intérêts grâce à ces intérêts. Bref, c'est ce que je mets ici, il n'y a pas de barrière de coupon. Donc ce qui est possible de rajouter aussi, c'est un airbag. Donc un airbag, c'est un effet mémoire à maturité. Hein. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le cas de mon produit, sur 5 ans, en fait, je vais toucher mes coupons à maturité, pas uniquement si le produit est au-dessus de 100%, mais si le produit est juste au-dessus de 80% par exemple. Donc je vais mettre un airbag à 80%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me protège un peu plus. En fait, j'ai un peu plus de chances de toucher mes coupons in fine, parce qu'il y a plus de chances que le CAC 40 soit au-dessus de 80 que au-dessus de 100%. Hein. Voilà, on gratte en gros 20% de baisse. Le CAC 40 aurait pu baisser même de 10% sur 5 ans. Bon, ça, je vous passe le détail. Mais ensuite, le deuxième type de produit, c'est des Phoenix. Et donc là, en fait, sur le produit Phoenix, on rajoute cette barrière de coupon. On a 3 barrières d'ores et déjà. Donc en fait, les produits Phoenix sont des produits qui distribuent les coupons. Donc voilà, je vous ai mis ici un petit exemple pour comparer justement sur un même type de produit la différence entre un Athéna et un Phoenix. Et vous allez voir pourquoi j'insiste, c'est parce que les produits Phoenix en fait peuvent totalement rentrer dans une stratégie de revenus complémentaire. C'est selon moi des produits qui peuvent être très intéressants s'ils sont bien structurés, s'il n'y a pas trop de frais, etc. De toute façon, je vous ai mis après toutes les conditions qu'il faut regarder. Mais c'est pour ça que je vous fais la distinction ici, c'est parce que un Phoenix peut être, même s'il paraît être la même chose qu'un Athéna, bah, il y a une petite subtilité, c'est ce versement de coupons régulier, qui n'est pas le cas d'un Athéna. Un Athéna, il verse uniquement en maturité. Eh bien, un Phoenix peut être vraiment intéressant. Donc ici, on va prendre un exemple d'un produit sur cette fois-ci l'Eurostock 50, hein, donc les 50 plus grosses boîtes européennes. C'est encore plus diversifié que le CAC 40, donc voilà, c'est encore plus safe, on va dire. Le rendement, cette fois-ci, donc, il est inférieur, il est plus de 8%, mais il est de 5% par an. C'est arbitraire, hein, ça va dépendre vraiment des années, mais ici, on le met à 5%. On a une protection partielle jusqu'à 40% de baisse de l'Eurostock 50, comme je vous ai dit, une durée de 10 ans et une date de constatation annuelle, au 1er janvier. Tous les 1er janvier, on va regarder le cours de l'Eurostock 50. Alors, dans un produit structuré de type Athéna, dès que la valeur du sous-jacent a une valeur plus importante au 1er janvier, N plus 1, N plus 2, etc., qu'au 1er janvier N, donc globalement, s'il y a une année à 1 1er janvier, on est au-dessus de 100% de notre niveau initial, eh bien l'investissement se termine et l'investisseur récupère 100% de son capital, plus 5% par année écoulée. Hein, c'est ce que je vous disais, on touche les coupons au moment du remboursement. Donc là, si par exemple au bout de 3 ans, l'Eurostock 50 est au-dessus de 100%, eh bien on va toucher 100% plus 5% x 3. Donc 115%. Donc là, ce qu'on dit, en cas de débouclage de l'investissement au bout de 6 ans, on a 100% du capital plus 6 ans x 5%, donc 130%. En revanche, pour un produit structuré de type Phoenix, on ajoute une barrière de détachement des coupons à la baisse. Donc par exemple, moins 20%, hein, c'est le cas que je vais reprendre ici. Donc ça veut dire que si le sous-jacent se maintient, donc si l'Eurostock 50 se maintient à une valeur supérieure à cette décote, donc en gros, s'il se tient entre 80% et 100% de son niveau initial, eh bien, à chaque date de constatation, le coupon sera versé. Et concernant le versement du capital, lui, pour le coup, il sera versé comme l'Athéna au remboursement. Donc, pour les mêmes types, hein, si le produit il est pendant 3 ans entre 80 et 100%, que la quatrième année il est à 70, mais que la cinquième année il remonte au-dessus de 100, bon, il va être remboursé à la cinquième année. On aura touché 4 coupons en tout, donc tous sauf la quatrième année, et on les aura touchés au fil de l'eau.
et on aura récupéré 100% de notre investissement. Donc ce qui est intéressant avec ce produit, c'est que c'est donc un produit qui délivre des coupons, c'est un produit qui donne du revenu. C'est un produit qui peut parfaitement rentrer dans une stratégie de revenus complémentaires. Par exemple, pour un entrepreneur qui a cash out son entreprise, qui a besoin d'argent, qui a besoin vraiment de revenus passifs littéralement, pour vivre, hein, parce qu'il a plus de rentrée d'argent, il a un gros patrimoine, un gros capital, et il a besoin de pas mal de revenus passifs. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer de l'obligataire? Ouais, pas ouf. Ça ne délivre pas des rendements phénoménaux en général. On va proposer la dette privée. La dette privée, pareil, ça peut être assez risqué, et puis c'est assez illiquide, c'est sur en tout cas des maturités un peu plus longues, etc. Bon, eh bien, en fait, un produit structuré Phoenix, encore une fois, s'il est bien fait, s'il est bien structuré, etc., bah, ça peut être totalement intéressant parce que ça va permettre à l'investisseur d'avoir un coupon fixe déterminé à l'avance qui sera versé, si tant est que ça respecte les conditions de marché évoquées, hein, mais au moins on aura effectivement des revenus tous les ans. Alors maintenant qu'on a vu ça, je vous ai mis pareil des petits prospectus là sur des petites brochures en fait de produits qui sont sortis. Donc là on a un BNP et on a un Société Générale hein, pour pas faire de jaloux. Ici on est sur le cas d'un Athena sur un indice composite. Donc c'est bien parce ça va nous permettre de revoir ce dont je vous parlais tout à l'heure sur l'indice composite qui est donc à décrément ici, on va le voir. Donc ici l'indice, on le voit, l'indice s'appelle le Solactive France 20 Equal Weights Net Total Return 5% AR Index. C'est une usine à gaz. Enfin très simple. Ce qu'il faut regarder dans ce genre de nom, le Solactive France, machin, bon on s'en fout un peu. On voit juste que c'est France 20 Equal Weight, donc on comprend qu'il y a 20 boîtes qui sont équipondérées. Donc 20 boîtes qui ont chacune un poids de 5%, qui sont des boîtes françaises j'imagine. Net Total Return, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, dividende réinvesti. Par contre, sur lequel on applique un décrément de 5%. Donc c'est ce qu'on va voir ici. C'est surtout pour ça que je vous montre ce produit-là. C'est pour vous montrer comment ça se présente vraiment à un indice composite. Parce que bon, après, sinon, les conditions du produit sont vraiment très basiques. Ça ressemble à ce que je vous ai déjà démontré. Concrètement, on le voit ici. Ils ont fait des petits graphiques. Ici, en fait, c'est exactement ça. On a un produit Athena, donc qui ne délivre pas tous les ans, avec une protection à 40%, enfin moins 40%, et un airbag, on le voit à la fin, à 20% ici. Hein, un airbag ici à 20%. Et sinon, une protection de capital à moins 40. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Hein. En fait, on le voit sur 40 trimestres. Donc sur 40 trimestres, l'indice va varier comme ça, comme ça, comme ça. Et tant qu'il reste en fait dans un niveau entre 0 et moins 40, ben, il va pas subir de perte en capital, mais il va pas toucher de coupons non plus. Et en fait, il touchera des coupons uniquement soit au moment du remboursement anticipé, qu'on voit ici. Hein, ici, il y a un remboursement anticipé parce que l'indice, à partir du trimestre 4, fait plus de 20%. Donc on a pour le coup un gain qui est plafonné au niveau du coupon. Hein. Le coupon ici, il est de 1,75 par trimestre. Donc comme là, c'est au quatrième trimestre qu'elle a été remboursée, on est à 4 fois 1,75, donc 7% de coupon. Sinon, l'indice aurait pu aussi rester comme ça un peu flat, finir ici là à 90%, auquel cas on aurait touché tous les coupons de ces 40 trimestres, donc 40 fois 1,75, mais voilà, il aurait été remboursé aussi à 100% du capital. Et sinon, dans le cas de ce scénario intermédiaire là, ce qu'on voit, c'est que ici, vu qu'il descend à moins 30% à l'échéance, bah, il récupère 100% de son capital, donc il n'a pas perdu d'argent, mais il n'en a pas gagné non plus. Pourquoi? Parce qu'il est en dessous de son airbag à 20%. L'indice a perdu 30% alors qu'il il avait un airbag de coupon à moins 20%. Bref, donc c'est globalement un truc assez classique là que je vous montre. D'ailleurs, ils ne nous montrent pas là les actions. Normalement, ils doivent nous montrer les actions qui composent l'indice. Ici, on n'a que le détail des secteurs, etc. Mais bon, je pense que c'est globalement le CAC 40. Hein. C'est les 20 plus grosses actions du CAC 40 sûrement. Mais voilà, donc c'est les 20 plus grosses actions du CAC 40 auxquelles on enlève 5% par an. Donc ça commence à piquer. Et c'est les 20 plus grosses actions en plus qui sont equal weight. Donc on n'a même pas, si vous voulez, on n'a même pas la performance par exemple de LVMH qui aurait pu être impressionnante ou quoi. Et donc on voit en fait tout simplement l'indice là depuis qu'il a été créé par la BNP. Hein, il fluctue. Et en fait ici on ne le voit pas, mais implicitement, tous les ans, il y a 5% qui sont enlevés à l'indice. Et donc, on voit que c'est assez complexe. Hein. On voit que sur 5 ans, il fait moins 372. Évidemment, le CAC 40 n'a pas fait une très bonne action une très bonne performance sur 5 ans. Mais si en plus on enlève 5% par an, c'est assez complexe. Voilà, donc ça, pour le coup, pour moi, c'est le genre de produit qu'il faut éviter à tout prix. Parce que, voilà, on comprend bien qu'en fait, l'indice, déjà, il n'est pas clair. C'est compliqué. On n'a même pas de détails des actions dedans. Évidemment, je pense qu'on peut le trouver sur internet.
mais de toute évidence, c'est un produit qui n'est pas intéressant pour l'investisseur, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant. Ensuite, un autre grand classique des produits structurés, c'est des produits Phoenix Bearish CMS 10 ans. Alors le CMS 10 ans, c'est un taux qui reflète le niveau du swap 10 ans chaque jour. Concrètement, c'est un peu le niveau, on va dire, des taux sans risque à 10 ans, pour faire très simple. Et donc là, en fait, avec la baisse des taux récentes, on a vu beaucoup de produits de ce style se démocratiser. Et en fait, on voit que là, bon, c'est un produit qui est investi sur 12 ans. C'est un coupon de 1,70 par trimestre, donc 6,80 globalement. Comme ici, il est mis en mémoire et il n'est pas versé pendant la durée de vie du produit, mais uniquement au remboursement anticipé ou à la date d'échéance. Le taux de rendement vraiment réel constaté annuellement est de 5,73 maximum. Donc en fait, il y a des conditions après si le taux est supérieur à 3,20 ou non. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, je vous ai mis des petites brochures, vous pourrez aller les regarder vous-même. Je ne vais pas toutes les expliquer en détail ici. De toute façon, je laisse aussi dans la description le lien vers mon school. Maintenant, pour finir juste cette vidéo, je vais vous montrer, vous parler du schéma de la chaîne de frais que s'applique un produit structuré. J'ai réussi à faire une map qui est très détaillée, très explicative sur vraiment toute la chaîne de frais afférente à un produit structuré et à la structuration d'un produit. Concrètement, tout en bas, vous avez le client. Donc le client, on va prendre moi. Moi, ça va être plus simple. Je veux investir sur un produit structuré. Je veux investir sur un produit structuré parce que peut-être que ma banque ou mon CGP m'en a conseillé un. Donc la banque ou mon CGP, ça va être un distributeur de produits structurés. C'est pas lui qui va structurer le produit, hein. Le CGP ou la banque qui vous parle, même si c'est une banque d'ailleurs comme la BNP par exemple, si vous êtes chez la BNP et que la BNP vous propose un produit structuré, c'est pas la même entité qui va structurer le produit. C'est pas la BNP de votre quartier, c'est pas l'agence du coin. C'est une autre entité. Donc c'est comme si c'était un autre acteur, hein. Donc vous avez le distributeur, vous avez le client. Et donc si vous voulez un produit, ben, en fait le distributeur va devoir distribuer un produit qui va être créé par un émetteur. Et l'émetteur, c'est c'est la personne dont je parlais tout à l'heure, c'est la banque d'investissement. Donc ça va être Société Générale, BNP Paribas, mais vraiment la partie banque d'investissement, donc les salles de marché concrètement de ces banques-là. Donc moi par exemple, je suis suivi par un CGP, je veux investir sur un produit structuré dont ils m'ont vaguement parlé. Bon, eh bien je vais voir mon CGP, je vais lui dire, ok, moi je veux investir sur ce produit-là, donc le produit CAC 40, 40% de baisse, etc., etc. Le produit dont je parlais tout à l'heure. Je veux investir sur ce produit structuré. Et bien en fait, le distributeur ensuite, il va faire un appel d'offres, ce qu'on appelle. Il y a deux manières de faire un appel d'offres, mais donc ça je le verrai après. Mais donc il va faire un appel d'offres pour demander directement aux différentes banques d'investissement, donc à la BNP, à la Goldman Sachs, à la Société Générale, peu importe, bref. Et il va choisir, imaginons, Société Générale. Il va choisir Société Générale parce que c'est l'émetteur qui lui propose le meilleur coupon. Donc en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que le CGP, lui, il va dire, ok, moi je veux un produit selon ce que m'a dit le client. Donc je veux un produit sur le CAC 40 avec une protection contre 40% de la baisse, qui délivre des coupons annuellement et qui a une maturité de 5 ans. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme coupon pour ce produit-là? Il va demander comme ça à tous les émetteurs de la place. Et en fait, quand il demande à tous les émetteurs de la place, bah, il y a par exemple Goldman, il va lui dire, ah non, moi je peux vous délivrer 6% par an. Peut-être que la BNP, elle va vous dire, ah non, mais moi je peux délivrer 7%. Et en fait, peut-être que la Société Générale, elle va dire, moi je peux carrément aller jusqu'à 8%. Et bon, eh bien, le CGP, là, il va se dire, ok, moi je choisis Société Générale. Évidemment, les différents émetteurs sont en général et normalement uniquement des banques systémiques, ce qu'on appelle des banques too big to fail. Pourquoi? Parce que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est exposé quand on achète un structuré au risque de défaut de l'émetteur, hein. C'est la partie obligataire. Donc si je choisis un produit structuré sur la petite banque du coin éclatée, il y a de grandes chances qu'elle fasse défaut. Donc en fait, si elle me propose un produit structuré avec un coupon meilleur, c'est normal parce qu'il y a plus de chances. Elle ne se finance pas au même taux. Donc en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, comme elle ne se finance pas au même taux, ici peut-être qu'elle est à E3M plus 200 bips, alors que la Société Générale est à E3M plus 50, en fait forcément le rendement derrière sera beaucoup plus important et beaucoup plus attractif pour le client. Mais ça c'est le gage de qualité du distributeur, donc du CGP, de ne pas aller voir des banques comme ça. Et concrètement, c'est pas pour faire peur pour rien, parce que honnêtement, il y a très peu de banques moyennes qui structurent des produits. Les principales structureurs de produits, c'est les banques systémiques, c'est les grosses banques mondiales. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va choper le meilleur émetteur. Donc la Société Générale par exemple. La Société Générale dit ok, moi c'est bon, je suis prêt à vous structurer le produit pour 100 euros et je vous délivre 8% de rendement. Et bien comment ça va se passer en interne chez la Société Générale? En fait, en interne, mon CGP il va donner mon argent aux sales, hein, mes 100 euros il va les donner aux sales. Le sales il se prend une petite com, là, parce qu'il a quand même bien commercialisé le produit.
Donc ça, il se prend une com sur le sales. Ensuite, le sales, il va donner l'argent à l'équipe de structuration. L'équipe de structuration, pareil, elle va se prendre une petite com, celle qui va structurer le produit, qui va créer le produit, qui va dire ok, bah moi je prends des options pour 25 sur le CAC 40, je garde 75 pour l'obligation zéro coupon, etc., etc. Donc elle se prend pareil son petit fees, elle se prend son petit frais là. Ensuite, elle va donner, elle va donner notamment les 75 de l'obligation zéro coupon à l'ALM bancaire. Donc ALM, c'est Asset and Liability Management. Concrètement, c'est en gros la branche de la banque qui permet d'équilibrer l'actif et le passif. Bref. Mais de la même manière, elle va se prendre un petit frais, la LM va se prendre un petit frais, pour pouvoir délivrer après un taux de refinancement. Donc la LM, en fait, elle va rémunérer ces 75 là. Ce qui va permettre aussi de racheter encore plus de calls. Bref, je vous passe les détails, mais c'est juste pour vous expliquer un peu qui prend des frais et pourquoi il y a autant de frais et autant d'intermédiaires dans ce genre de structuration. Et ensuite, l'équipe de structuration, elle va voir le trading ou la contrepartie de marché qui peut être externalisée. Elle aussi se prendre son petit frais. Et en fait, ce petit frais-là, il est sur quand elles vont acheter les options. C'est vraiment le trading qui va acheter les options, se couvrir, les vendre, etc., etc. Et eux, ils vont se prendre forcément un petit frais de fonctionnement à chaque fois qu'ils marchent. Ensuite, le trading va rendre du coup les paramètres au produit. Et ensuite, le MTN pourra être délivré par l'équipe de structuration. Donc concrètement, tous ces petits frais-là que je vous ai mentionnés, c'est ce qu'on appelle les frais d'émission. C'est les frais les plus importants d'un produit structuré. C'est des frais qui sont pris en général en upfront. Ça veut dire que c'est des frais qui sont prélevés directement à la structuration du produit, à la création du produit. Parfois, ils peuvent être également pris en running. Alors, des running, ça veut dire quoi? Ça veut dire typiquement, moi, je te verse 8%, donc la banque, elle va me verser 8% par an de coupon, mais en fait, elle va en prendre 1% pour elle. Donc, ça veut dire qu'elle va me verser 8, mais concrètement, elle pourrait me verser 9. C'est juste qu'elle prend une marge de 1% en running fees, en frais de roulement, à chaque fois qu'elle me verse des coupons. Donc c'est plus rare, mais ça se fait aussi. Globalement, ces frais-là d'émission, en général c'est des upfront, on les estime entre 8 et 15%. En moyenne, c'est une grosse moyenne. C'est assez large, ça peut être un peu plus faible et ça peut être plus élevé. Et pourquoi on dit une moyenne et pourquoi c'est compliqué d'avoir ces informations? Parce que ça peut paraître fou, mais en fait, tous les émetteurs ne transmettent pas leurs frais. On n'a pas l'information sur les frais qui sont prélevés par l'émetteur à chaque produit. Il y a des produits, on ne sait pas combien ils prennent de frais. Et globalement, ça peut se comprendre aussi pourquoi, parce que certes, on peut le voir comme ils prennent des frais, etc. Mais en fait, c'est quand même eux qui créent le produit. Il y a quand même de la complexité derrière le produit. Il y a quand même différents acteurs qu'il faut rémunérer au sein de la banque. Et puis, globalement, on ne va pas se cacher, ils ont des beaux salaires. Chacune de ces personnes qui bossent en banque ont des beaux salaires, donc il faut bien justifier les salaires. Donc, ils vont prendre de l'argent et c'est globalement, c'est leur business. C'est comme ça. Je sais pas, quand tu vas voir ton boulanger, tu vas pas lui demander la marge qu'il fait sur son pain qu'il te vend. Bon, là, c'est à peu près pareil. Tu vas pas lui demander la marge qu'ils font. Même si, encore une fois, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'alarment là-dessus et qui s'indignent sur le fait que ces frais-là soient cachés. Mais concrètement, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. En tout cas, ce qui est vrai, et moi, pour en avoir parlé avec beaucoup de structureurs, ces frais d'émission-là ont énormément diminué au cours du temps. On voit que la tendance, en tout cas la tendance de fond, c'est que ces frais-là baissent petit à petit. Par contre, ils restent quand même importants. Ils restent entre 8 et 15%. Donc on va prendre par exemple une moyenne à 10%. Donc en fait, 10%, comment ils expliquent ça? Ils disent, ouais, mais 10% c'est sur un produit prélevé à l'instant T, mais sur un produit qui peut durer 10 ans. Et en fait, 10% prélevé upfront sur un produit qui vaut 10 ans, c'est comme si on prélevait, grosso modo, 1% par an. Et du coup, ils disent 1% par an, c'est moins que les 3 quarts des fonds actifs, donc les fonds actions, OPCVM, etc., gérés, et c'est pas non plus beaucoup plus qu'un ETF. Donc bon, ce à quoi je répondrais, c'est quand même 4, 5, voire 6 fois plus qu'un ETF, mais il est vrai que, vu comme ça, sur un produit de 10 ans, 10% de frais pour un produit de 10 ans, 1% de frais par an, ça paraît pas déconnant. On se dit pas c'est méga cher et tout. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure, et je vous l'ai dit, les produits sont souvent affichés avec une maturité très longue, 10, 12 ans, mais en réalité ils sont tous autocollables, donc ils sont tous autocall, ils sont tous rappelables de manière anticipée. Personnellement, je n'ai jamais vu un produit durer plus de 4 à 5 ans maximum, grand maximum. Il y a des produits qui durent 1 an, 2 ans, et des produits qui sont rappelés très rapidement. Et si un produit est rappelé au bout de 2 ans, ici là, le produit qui est facturé avec un upfront de 10%, il est rappelé au bout de 2 ans, c'est comme si on avait prélevé 5% par an sur un produit. Et là, du coup, direct, ça devient beaucoup plus gros. Hein. Là, la perspective, c'est pas la même. Et donc, moi, c'est ce que je veux montrer. C'est que oui, il y en a qui disent 10% sur 10 ans, c'est pas grand chose, etc. Mais ils savent très bien, pertinemment au fond d'eux, que le produit ne va pas durer 10 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que les banques n'ont pas intérêt à ce que le produit dure 10 ans. Parce qu'en fait, elles, à chaque fois que le produit est rappelé, elles vont en restructurer un. Hein, parce que le client, là, s'il était content, parce que bon, peut-être qu'il était content, il a touché son 8% par an pendant 2 ans. Ok, il a touché 16%. C'est super.
mais il ne sait pas derrière qu'il y a eu 10% de prélevé. Ça, encore une fois, hein, le 8% de coupon affiché, il est net des frais d'émission. Hein, il est net des frais de structuration. On ne les voit pas, ces frais-là, on n'y a pas accès. Donc le client, il est peut-être très content d'avoir 8%, parce que lui, il ne se rend pas compte de combien vraiment il a fait gagner à la banque. Et ça, on peut le comprendre. Ok, il est content. Et donc il va revenir voir la banque, il va redire, bah moi je veux refaire un produit. Et la banque va refaire un produit, et va reprendre 10% de frais d'émission. Donc en fait, on comprend que le business, le vrai business model de la banque, en fait, c'est pas de faire des produits qui durent 10 ans. Et quand ils vous mettent que le scénario favorable, c'est que ça soit remboursé rapidement, oui, c'est surtout leur scénario favorable à eux. Hein. C'est surtout eux, ils ont intérêt à ce que le produit soit remboursé très rapidement parce que ça fait des frais de transaction, ça fait une nouvelle émission, des nouveaux frais. Bref, donc ça, c'est la chose que je voulais mentionner ici. C'est les frais d'émission, c'est les frais les plus importants pour un produit. C'est aussi les frais qui se justifient le plus, d'une part quand même, parce que c'est la banque qui structure le produit. Donc il y a un moment, il faut bien que le produit soit créé. Et ça demande quand même beaucoup de boulot. Mais c'est des frais qui sont jugés énormes par beaucoup, qui moi je trouve sont souvent affichés comme un peu biaisés, parce qu'ils sont minimisés tout simplement, parce qu'ils lissent des frais upfront sur la durée de vie maximale du produit, mais en réalité le produit ne dure jamais autant de temps. Voilà. Donc ça c'est les premiers frais. Ensuite, l'émetteur il va donner le produit à mon CGP. Et sauf que moi mon CGP, pour référencer ce produit et pour me le proposer, il estime qu'il faut me prendre des frais de distribution. C'est le cas de 95% des distributeurs. Ils vont prendre des frais de distribution. Ces frais de distribution, c'est très souvent des upfront, mais ça peut être aussi des running, voire même les deux. Et en fait, ces frais-là, ils sont négociés par le distributeur avec l'émetteur. C'est-à-dire que l'émetteur, quand il va donner, donc la banque, Société Générale, quand elle va donner le produit au distributeur, le distributeur lui aura dit par exemple, ah mais moi je veux une marge de 2%. Donc en fait, l'émetteur il va lui donner un produit qui vaut 98 alors que le produit vaut 100. Mais en fait, les 98, les 2% de différence, c'est la marge que le distributeur va se prendre. Donc toi, en fait, dans ton portefeuille, tu auras un produit qui vaut 98 au lieu d'un produit qui vaut 100 alors que tu as mis 100, tu vois. Donc ces frais de distribution-là, ils peuvent être en moyenne entre 2 et 4%. Moi, personnellement, j'ai déjà vu des émetteurs qui prennent plus que 4%. Et j'ai déjà vu des émetteurs qui prennent 0. Par exemple, moi là où je bosse, on ne prend 0 upfront. C'est-à-dire que nous, on ne se rémunère pas sur un produit structuré. On se rémunère via des frais de transaction, au même titre que des actions, des obligations, etc. etc. Et donc c'est juste pour montrer qu'il y a certains acteurs qui se margent des cochons sur ces produits-là. Et c'est pour ça qu'ils les proposent aussi énormément. C'est que les distributeurs, les CGP, sont très contents de proposer des produits structurés aux clients, parce que le client ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne, et que leur marge, elle passe un peu inaperçue, parce qu'elle doit être normalement dite au client, mais dans la réalité, dans la pratique, c'est en police 8, en italique, en bas de page de la 12e page du prospectus. Donc concrètement, il n'y a aucun client qui est au courant vraiment des frais qui sont pratiqués par les distributeurs. Et encore moins par ceux qui se margent le plus, parce qu'ils ne vont pas en parler. Donc voilà, ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et ensuite, moi, le distributeur, le CGP, il va me proposer le produit. Et il va me dire, ok, est-ce que tu veux l'investir via un compte titre ou est-ce que tu veux l'investir via une assurance vie? Bon, peut-être que si j'ai déjà une assurance vie, pour plein de raisons patrimoniales qui peuvent être intéressantes, par ailleurs, eh bien en fait, l'assureur, il va devoir référencer le produit. C'est-à-dire que potentiellement, l'assureur, il n'a jamais vu ce produit-là, vu que c'est un produit qui vient de déstructurer, il ne le connaît pas, il a besoin de faire donc de checker le produit, il a besoin de vérifier s'il peut l'acheter tout simplement, parce qu'on sait que quand on a une assurance vie, en fait, on n'est pas détenteur des unités de compte, c'est l'assureur qui détient les unités de compte pour nous. Hein. On a ce qu'on appelle la stipulation pour autrui. Bref, je vous passe les détails, mais concrètement, l'assureur, il va aussi, lui, du coup, prendre des potentiels frais de référencement qui seront également pris soit en upfront, soit en running, ou les deux. Et en fait, à ça, donc ça peut être par exemple, je sais pas, 2% d'upfront. Voilà, donc 2% d'upfront, ça veut dire que ton produit qui vaut plus que 98 déjà, il vaut encore 96. Donc toi, tu auras un produit qui vaut 96 alors qu'en vrai, il valait 110 à la base. Donc voilà, et pareil, il peut prendre aussi des running. Donc par exemple, à chaque versement d'intérêt, de coupon, au lieu de toucher 8, tu vas toucher 7,50. Voilà, et lui va se prendre 0,5 à chaque fois. Mais ça pareil, encore une fois, toi, client, tu n'as pas forcément accès à cette information. Si le produit est via un compte titre, pour le coup, il y a moins de contraintes, il n'y a pas de frais qui peuvent être pris, il y a moins de contraintes aussi de produits, parce que tous les produits ne peuvent pas être logés au sein des assurances vie, mais aujourd'hui, la majorité des produits sont logés au sein des assurances vie. Pourquoi? Parce que ça rentre dans des stratégies patrimoniales intéressantes et que les CGP distribuent quasiment exclusivement des assurances vie.
pour d'autres raisons que je pourrais mentionner. Mais concrètement, ils distribuent que des assurances vie, donc là, les 3 quarts des produits sont distribués au sein d'assurance vie. Et le dernier frais, donc on l'a vu là, il y a quand même pas mal de frais. Et je vous ai, du coup, je vous ai l'impression que j'ai oublié cette petite partie-là. Je vous ai dit que j'allais y revenir après. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais revenir au tout début de ce que je disais. En fait, quand mon distributeur, quand mon CGP, il va faire un appel d'offres auprès des grands émetteurs. En fait, si c'est un petit CGP, il n'a pas forcément la capacité, tu vois, il n'a pas forcément beaucoup de poids, en fait, beaucoup de levier de négociation. Et donc, en fait, si lui, il fait son appel d'offres directement auprès des différentes grandes banques, elles vont même pas le regarder, en fait. Elles vont lui dire, vas-y, bah, moi, je te donne 3%, tu me fais pitié, quoi. Je caricature, hein, mais globalement, c'est un peu ça. Le CGP va vouloir peut-être passer par un broker qui, lui, va faire son appel d'offres, hein. Donc l'appel d'offres va être fait par le broker. Sauf que, le broker, ok, il permet d'avoir lui peut-être de meilleures conditions, parce que peut-être que lui, il a accès à vraiment toutes les banques émettrices. Peut-être aussi que le broker, il centralise différentes demandes de CGP. Donc en fait, le pool de liquidité, c'est-à-dire qu'au lieu de demander un produit structuré pour toi à 100 000 balles, bah, peut-être qu'il a genre 100 clients qui sont prêts à investir 100 000 balles, donc il a peut-être genre, je sais pas, 10 millions de poches pour un produit structuré de type. Et donc, quand il va voir la Goldman Sachs, Goldman Sachs ou la Société Générale, elle va peut-être le regarder un peu mieux et lui donner une meilleure condition, un meilleur coupon, hein. C'est logique, c'est la loi des grands nombres, c'est des économies d'échelle. Donc, certes, ce broker va permettre au CGP tout ça, donc d'avoir des meilleures conditions, des meilleurs coupons et autres, mais par définition, il va se prendre aussi son petit frais à lui, il va se prendre son petit frais de courtage. Pareil, c'est en upfront ou en running, en général c'est en upfront, et en fait, c'est un frais qui est prélevé aussi, qui est négocié directement par l'émetteur, au même titre que le frais de distribution est négocié par l'émetteur. Donc en fait, c'est l'émetteur, là, il va dire au broker, ok, moi je te donne un produit à 95, et qu'en fait le broker, il va se prendre 3 là-dessus, donc 98, et le distributeur, il va se prendre 2, donc 100. Donc en fait, voilà, c'est un peu ça le délire. Le broker va se prendre une petite marge, en fait, dans le frais de distribution, si vous voulez. Donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couches de frais, en fait, qui peuvent être impactées sur le produit, hein. Et si on additionne tout, bon, une assurance vie, un potentiel frais de référencement, même si ça n'a pas systématiquement lieu, bah, c'est minimum 1%, quoi, on va dire, le référencement upfront. Le distributeur, il va se prendre entre 2 et 4. J'ai vu certains en prendre 5, 6 et j'ai vu d'autres en prendre 0, mais on va dire une moyenne à 3. Donc ça fait déjà 4. En général, le CGP passe par un broker. Le broker prend environ 1%, on va dire, entre 1 et 3, donc on va prendre 2. Donc ça fait déjà 6. Et ensuite, on a entre 8 et 15, donc 10%, on va dire, donc ça fait 16%. C'est-à-dire que sur un produit qui vaut 100, en fait, on a 84. Donc voilà, c'est pour ça que les produits sont extrêmement critiqués, les produits structurés sont bourrés de frais. Certains considèrent que c'est des produits qui peuvent être intéressants tout de même pour certaines typologies de clients, certaines configurations de marché, certains objectifs, un couple risque-rendement qui peut être vraiment ajusté, optimisé au mieux pour le client. D'autres considèrent que c'est une arnaque. Personnellement, je considère que les produits structurés, c'est un fourre-tout. Il y a de tout. Il y a des choses qui se font bien, il y a des choses qui se font moins bien. On le voit même avec ce graphique, en fait, qu'un produit peut être très bon intrinsèquement, mais si c'est distribué par un distributeur, par une banque qui prend 0 upfront, ou par un CGP qui passe par un broker qui prend de l'upfront, qui machin, on voit qu'en fait le produit n'a plus rien à voir. Même si le produit au départ c'est la même structuration, bah, le coupon qui sera perçu par le client à la fin, ce sera pas du tout le même. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vachement gaffe à tous les produits structurés qu'on peut voir sur le marché, qu'il faut toujours comparer systématiquement les produits qu'on a, les produits qu'on peut voir ailleurs, pour se rendre compte un peu de si notre produit est compétitif ou non, si on a beaucoup de frais qui sont prélevés ou non. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut regarder, qu'il faut vérifier. Et donc je vous prépare moi une petite vidéo en plus sur mon avis vraiment, mes conseils personnels, vraiment des conseils dédiés qui sont tirés de mon expérience en banque, mine de rien, parce que j'en ai vu passer un paquet. J'ai fait beaucoup d'analyses de portefeuille même de clients qui étaient dans différentes banques, dans différents CGP, dans différents family office. Et donc, j'ai des conseils personnels à vous donner, mais je vous les donnerai dans une vidéo qui sera dédiée uniquement et partagée uniquement sur mon school. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le school, comme je vous ai dit, c'est dans la description, c'est le premier lien. C'est une communauté privée d'entrepreneurs, d'investisseurs et de personnes spécialisées dans la gestion de patrimoine. Et donc, communauté dans laquelle moi et un ami à moi qui est expert comptable, on partage énormément de contenu de valeur sur tous les différents sujets de la gestion de patrimoine. Ça va de la création de société, la structuration de société, l'expatriation, l'investissement, l'optimisation fiscale. Ça peut être énormément de choses. On parle de tout ça là-bas. Allez-y, c'est gratuit. C'est dans le premier lien en description. Et on se retrouve là-bas pour la suite de cette vidéo, la fin de cette vidéo. Et je ferai aussi également, je pense, dans les prochaines semaines, un live sur les produits structurés pour répondre à toutes vos questions sur cette vidéo-là.
expliquer vraiment plus en détail et répondre en direct à vos questions, expliquer plus certains concepts, reprendre aussi potentiellement certains produits structurés que vous pourrez me partager et je pourrais les commenter, les critiquer, donner mon avis, etc. Vous donner un peu mon point de vue. Voilà, tout se passe dans le school, je vous invite à aller le voir, n'hésitez pas, et puis je vous dis à la prochaine sur YouTube, suivez-moi sur tous les différents réseaux, suivez-moi sur LinkedIn, je suis très actif, et voilà, je vous dis à la prochaine, ciao.